Bonjour tout le monde, il est 16 heures, c'est l'heure de l'Instacall Fréquence MMA. Aujourd'hui, notre invité est Cyril Diabaté, le Snake. J'espère que tout le monde va bien. Salut Gotti. Donc, comme je le disais, Rico Rocco, salut Mehdi, salut Merymen, salut Lohan, salut Mobutu, salut Alna Keb, salut Edgar. Salut Mehdi, moi aussi content de te voir. Salut tout le monde, Tam Tam est là aussi, Barthès, Bérolte et Philippe. Salut Gauthier, merci d'être au rendez-vous les gars. Salut Arnaldinho, salut Rico Rocco encore. Salut Ibrahima. Tiens, un Cortex vient de se connecter. Il est au petit-déj. Qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui au petit-déj? On sait pas ça. Salut Roudia. Merci Edgarino, absolument. Adrien avec un H. Faut pas oublier. Sinon après je me vexe. On attend Cyril Diabaté pour au moins 1 heure de d'Instacall, hein, parce qu'on sait que Cyril est connu pour casser des gueules pendant sa carrière, mais aussi pour pas avoir sa langue dans sa poche. Voilà Cyril, je l'invite immédiatement. Salut tout le monde, ça se connecte, c'est cool. T'as l'air de te réveiller un petit peu, non? Tout le monde me dit ça. En fait, comme j'ai une vie complètement dissolue en ce moment, je me couche à des heures pas possibles. Ok. Donc, j'ai une tête de fatigué en vrai. Donc on te prend un peu au réveil ou pas du tout? C'est juste que t'es pris Non, après. non, 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 je suis levé depuis 9h30, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Parce que moi aussi, tu vois, j'ai des Samsonites sous les yeux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à cause de la PlayStation. Moi, Ok. c'est pareil. Ouais. PlayStation et réseaux sociaux et Google. Voilà. Ah, En tu ce moment. googles beaucoup. Oui, c'est Je crois qu'on va en parler, hein. ouais, ok. Tu joues à quoi sur PlayStation? Call of? Call of? Ouais. Je suis désolé, je suis Team Battlefield, moi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Bon, hein, chacun ses goûts. Bon, ça se connecte gentiment. Merci à tout le monde d'être là. On laisse un petit peu le temps à ta communauté, à tes followers de nous rejoindre aussi. Première question, qui est la question qu'on pose à tout le monde évidemment, et qui est l'énigme. Comment vas-tu et comment vont tes proches et ta famille? Bah, j'ai de la chance, je touche du bois, mais j'ai de la chance de pas avoir de gens de ma famille malades du virus. Ok, Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Après, j'ai une famille réduite aussi, donc ça aide aussi. Mais, d'accord. mais bon, j'espère que on va passer à travers les gouttes. Et Oh, hein, en restant confiné, en tout cas, on met toutes les chances de notre côté, je pense. c'est ça, on essaie de. Alors, je vais pas dire que c'est la meilleure des solutions, mais c'est la meilleure disponible pour l'instant. Oui, Je vais pas. Et puis surtout, j'ai pas envie d'aider à répandre ce truc-là, là, tu vois. c'est ça. Euh, je pense pas que si je tombais malade, je pense pas que j'aurais des gros problèmes. Mais j'ai pas envie d'aider à propager et puis surtout surcharger le système médical hospitalier, tu vois. Ouais. D'ailleurs, qu'on salue, hein, qui font un travail remarquable. Ouais, Heureusement qu'ils complètement. sont là. Et on va y revenir aussi, hein, parce que évidemment, j'ai sondé un peu tes réseaux sociaux. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, comme on dit souvent chez Fréquence MMA, toi, tu donnes du biscuit. C'est-à-dire que déjà, toi, tu fais plaisir au niveau des qualités du sport et même en général. T'as pas ta langue dans ta poche. T'es connu pour Pour l'ouvrir. ne jamais faire de langue de bois. Et quand on te pose des questions, tu y réponds, hein. C'est la même chose lorsque je t'ai demandé en amont s'il y avait des sujets que tu voulais qu'on aborde en particulier. Tu m'as laissé complètement carte blanche en me disant non, non, c'est vous qui gérez les questions et puis on verra ce qui se passera. On va commencer soft, on va parler de l'UFC 249 un petit peu. J'aimerais avoir ton avis sur tous les tumultes qui ont encadré cet événement. Donc, le fait d'abord, dans un premier temps, que l'UFC insiste pour organiser cet événement. On a eu les sorties parfois de route
de Dana White. Après, on a eu Khabib qui s'est désisté, je dirais, d'une manière assez responsable. Les réactions sur les réseaux sociaux, puis ce gouverneur qui somme Disney et ESPN d'arrêter tout ça. Je vois Monsieur Christian Mpanzou, salut mon cri-cri. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tout ça, de toute cette histoire de l'UFC 249? Bah, d'un côté, tu as la vision du businessman qui est patron de son bordel et qui lui pense uniquement bénéf, tu vois. Donc Dana White, lui, coûte que coûte, il a investi déjà énormément d'argent dans la promotion de son événement. Il veut pas perdre encore des millions de dollars. Donc il fait le forcing pour que ça ait lieu. Et puis d'un autre côté, tu as le côté sportif et humain de Khabib qui dit bah voilà, c'est les aléas du truc. Là, on part dans des mauvaises conditions pour faire un combat. Je préfère me désister. Et puis j'ai pas envie de me casser la tête. Lui, il est dans un. Je pense que j'aurais eu la même réaction que lui dans le sens où tu es sportif, tu te rends bien compte que c'est ton gagne-pain, mais en même temps, tu vas pas faire tout et n'importe quoi pour combattre, tu vois. Ah ouais. Donc lui, il a ce côté pragmatique et puis comme c'est quelqu'un que j'aime bien et puis il a pas sa langue dans la poche aussi Ah et ouais. et puis il subit moins en tout cas les pressions sportives et professionnelles Puis que médiatique aussi. médiatiques que d'autres. Tu vois, par exemple, il est musulman, bah, pendant le mois du Ramadan, faut pas compter sur lui pour combattre. Oui, Et il a toujours eu il a toujours eu sa façon de faire les choses. Et comme c'est le meilleur au monde, en plus, bon, bah, ça facilite pas mal la chose. donc pour toi, c'est le meilleur au monde. C'est-à-dire que tu le voyais passer contre Tony. On espère qu'un jour, on pourra voir ce combat, hein, qui a donc été, on le rappelle, annulé maintenant une cinquième fois. C'est du jamais vu. Combat un petit peu maudit. Mais alors, ouais, pour toi, c'est le top mondial. Ouais, pour moi, c'est le top mondial et même si il perd contre Tony, c'est pas parce qu'il perd contre Tony, c'est quand même pas le meilleur mondial, tu vois. Et pour moi, c'est un ensemble qu'il faut regarder, c'est la carrière entière qu'il faut regarder pour juger un combattant et Ouais. pas un seul combat, tu vois. Donc Donc, c'est le côté invaincu, tout ça. bah, le côté invaincu, pas que ça, le côté ultra dominant surtout, tu Ouais. vois. C'est pas juste invaincu parce que des combattants invaincus qui ont choisi leurs adversaires, qui ont eu un bon management et qui étaient là au bon endroit au bon moment, il y en a eu d'autres. Mais est-ce qu'ils ont dominé outrageusement leur catégorie et le sport d'une manière générale comme Khabib? Il y en a pas 36 000. Ouais, ouais. Et pour revenir donc à l'UFC 249, cette histoire d'avoir plus ou moins privatisé, hein, cette île californienne là, qui est une réserve indienne, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu particulier quand même. Bah, ça montre bien le côté capitaliste Ouais, de l'entreprise, tu vois. C'est-à-dire que eux, avant toute chose, c'est le profit, c'est pas le côté sportif est relégué au second plan parce que il se pose pas la question comment les mecs vont s'entraîner parce que forcément, si tu t'entraînes, ça veut dire que il y a une équipe au même endroit en train de s'entraîner tous ensemble. Donc, risque accru de coronavirus et mes couilles. Et lui, il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver son événement et faire du bif. ouais. Donc, donc, Alors, donc, donc son côté ouais, gros businessman américain prend le dessus, quoi. c'est vrai on en a parlé avec Eric, Christian et Loïc dans Bagarre Générale, notre autre podcast vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de First Team Sport. Ça, c'était pour l'instant promo. Et puis, on reviendra aussi dessus plus en détail juste avec Eric dans le podcast Fréquence MMA. Il y avait ce deal enfin, il y a toujours ce deal avec ESPN qui les bloquait aussi, avec une énorme somme d'argent. Je crois que c'est l'équivalent de plus de 700 millions de dollars
qui était donc intimement lié à 42 événements dans l'année. On sait que Endeavor était dans une situation financière, est toujours dans une situation financière compliquée à cause de cette crise sanitaire. Donc oui, il fallait absolument tenir cet événement coûte que coûte. Peu importe, en gros, s'il bravait les responsabilités sanitaires, etc., etc. Et selon toi, est-ce que l'UFC, sur ce côté-là, a terni son image, justement, se voit un petit peu inhumaine, euh, préférant justement l'oseille à la santé de leurs fighters, de leurs employés, etc., etc. Alors, déjà, d'un point de vue, est-ce qu'ils ont terni leur image auprès du grand public? Je pense pas. Je Ok. pense pas que parce que le grand public, lui, il est là, il veut son divertissement, quoi qu'il arrive. Oui, du Euh, pareil des jeux, comme on dit. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les combattants, ils sont là pour combattre. Ils sont pas là pour faire attention à leur santé, pour faire attention. C'est toujours pareil. Tu vois, les mecs, ils préfèrent voir des chaos sanglants et violents dans le ring pour leur divertissement. Donc, braver le coronavirus pour le spectateur lambda, c'est pas un problème. Après, d'un point de vue sportif, je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de sportifs qui sont là et qui rêvent du UFC, tu Ouais. vois. C'est ce genre d'événement qui ouvre un peu plus les yeux aux gens et ils sont obligés de se dire, bon, bah attends, il y a quand même ce truc qui fait des ravages et pourtant ils veulent absolument que les gens combattent, donc aillent s'entraîner. Donc ça ouvre les yeux aux gens et puis ça ramène un petit peu la réalité en face des yeux. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. On va passer maintenant au MMA en France. Euh, Tu as été un des acteurs de la légalisation, en tout cas du travail fait pour la légalisation de ce sport qu'on aime tant en France. Ce que j'ai trouvé moins intéressant, c'est que je trahis aucun secret, hein, il y a des incompatibilités d'humeur parmi les têtes de gondole du MMA français aujourd'hui. Euh, Néanmoins, vous avez réussi à tous aller dans le même sens, qui a été l'intérêt justement des sportifs, des athlètes, des amateurs, des pros, des fans, des petits médias comme nous, pour aller dans le même sens. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu une guerre d'ego en interne? Comment ça s'est passé? Non, non, ça n'a pas été facile parce que il y a des personnalités complètement différentes, Ouais, il y a des motivations complètement différentes. Donc c'est pas facile. Je vais pas dire on s'appelle tous les jours pour prendre les nouvelles des uns et des autres. Euh, mais c'est clair que avant toute chose, la première étape c'est la légalisation, c'est ce qui était prioritaire pour tout le monde. Encore ouais, une fois, pour différentes motivations, mais peu importe les motivations des uns et des autres, la première étape, c'était la légalisation. Ça va être légalisé. Ensuite, il va falloir faire du ménage. Il va falloir que les gens qui sont ou incompétents ou mal intentionnés soient mis de côté. Voilà, tout simplement. ça, c'est dans le monde en général du MMA dont tu parles, ou alors plus dans cette, comment on peut appeler ça? C'est un peu la commission, quoi, la commission française du MMA qui a œuvré. Donc on le rappelle, hein, je crois qu'en tête c'était Monsieur Bertrand Amoussou, il y avait toi, il y avait Monsieur Fernand Lopez, il y en a d'autres dont j'oublie le nom. Tu pourras peut-être compléter la liste. Il y en a. Euh, euh, c'est c'est dans cette commission-là qu'il va falloir, selon toi, faire du ménage, ou plus dans toutes les salles de gym, dans tous les acteurs qu'on connaît peut-être un peu moins quand on fait partie du grand public. Je pense que d'un point de vue pour vraiment que la fondation soit saine, Ouais, euh, c'est tout le milieu MMA qui doit être contrôlé. C'est tout ouais, le milieu MMA qui doit être contrôlé. C'est pas que les têtes de gondole.
c'est aussi les autres. Oui, les têtes de gondole, parce que c'est les têtes de gondole et c'est les têtes qui vont être mis en avant lors des réunions et tout ça. Donc, eux, il faut qu'ils soient irréprochables. Leur motivation saine. Mais après c'est les clubs français qui doivent montrer patte blanche. Il y a plein de gens qui vont essayer de récupérer le MMA parce que c'est le sport de combat à la mode. Il y a des profs, des entraîneurs, des coachs qui vont s'improviser coach et entraîneur de MMA. Eux, il va falloir les contrôler aussi. Donc Ouais. c'est pas que on va dire le noyau, les acteurs principaux du MMA qu'il va falloir contrôler et surveiller. C'est aussi le MMA en général en France. Et qui doit se charger de ça? Ça va être la Fédération française de boxe? Je pense en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ils ont des cadres, qui vont s'occuper de l'aspect MMA, de mettre en place une commission française de MMA. Mhm. Donc ils vont choisir les membres et ensuite on va tous essayer de travailler ensemble pour faire avancer les choses. La prochaine réunion, la conférence vidéo, ça va être le 17 avril. Et je pense Ok. que déjà pour une première vidéo, pour une première réunion, ça va être important. Ils vont mettre les choses en place, ils vont mettre les cartes sur table, ce qu'ils attendent de nous, ainsi de suite. Donc, première grosse réunion le 17 avril. Ok. Et donc, du coup, ça va être sur Zoom, j'imagine. Je suppose, ouais, je suppose. Faut que je me renseigne sur les détails, mais ouais, je pense que ça va être sur Zoom, ouais. Euh, J'aimerais rebondir sur justement le côté dont tu parlais, coach, entraîneur, etc. On sait qu'à un moment, il y a eu un petit clash allez, à demi-mot, on va dire, avec le boss de la MMA Factory qui te, qui te visait, je pense, en tout cas c'est mon avis, au niveau justement des diplômes à avoir, etc. Donc je voudrais d'abord que tu répondes à la question suivante qui est, toi aujourd'hui tu te considères plutôt comme coach ou plutôt comme boss ou gérant d'une team, ce qui est quand même Ouais. assez différent. Et si jamais tu as une réponse à donner, évidemment, ici tu peux la donner. Bah, à l'époque, t'imagines bien que tous les médias ont bondi sur le truc pour essayer d'entretenir un clash. Et j'ai toujours botté en touche parce que j'avais pas envie d'entretenir un truc qu'il avait démarré. Mhm. Donc, il était passé sur SFR Sport pour dire que j'étais incompétent en tant que coach parce que j'avais pas les diplômes. Mhm. Donc, c'est son discours. J'aurais pu le traîner en diffamation parce que j'ai des diplômes depuis D'accord. 2003. Ok. Je suis instructeur de kickboxing D'accord. puisque puisqu'il n'y a pas de diplôme en France jusqu'à preuve du contraire de MMA. La loi autorisait des entraîneurs d'enseigner le MMA avec des diplômes d'autres sports de combat. Donc c'est ce que Oui. j'ai fait pendant très très longtemps. Après, il est parti dans une diffamation pour essayer de me décrédibiliser parce que sur un de mes réseaux sociaux, je crois que c'était Facebook pour être plus exact, j'avais critiqué le fait que Francis Ngannou contre Stipe avait manqué de lutte et avait manqué de cardio. Voilà. Ouais. Et donc j'avais critiqué la performance parce que je pense que j'étais comme tous les fans français, j'attendais une grosse perf de Francis. J'ai Oui, été oui. dé- j'ai été déçu de sa prestation. Je pensais il aurait clairement pu battre Stipe, mais il lui manquait de la lutte, un niveau de lutte et puis un gros manque de cardio. Donc j'avais critiqué ça. Et puis, on peut pas t'accuser d'être contre le bonhomme parce que tu avais fait partie des tout premiers, en tout cas lors du live de sa victoire contre Overeem, à saluer la performance et avec un terme que j'avais beaucoup apprécié qui est le décapsulage. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, Non, ouais. moi, Francis, alors je le connais pas bien. J'ai vu le documentaire qui avait été fait sur Canal+, qui était extraordinaire. J'ai Mhm. vraiment été fan du docu. Pas que le côté MMA, parce que c'était un beau docu avec une belle personne, une belle personne humaine, tu vois. Enfin, le côté humain était vachement mis en avant. Puis c'est la Euh, belle histoire quand même. Pardon? C'est la belle histoire quand même, Francis Ngannou. C'est une belle histoire. C'était très bien filmé, tu vois, d'un point de vue esthétique, c'était vachement beau. Et pour moi, c'était le meilleur docu qui avait été fait sur un personnage du MMA francophone, tu vois. Mhm. Et donc, j'étais fan. Et puis quand tu vois le combat contre Vorim, t'es encore plus fan parce que personnellement, moi, j'ai jamais vu, jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai jamais vu un mec avoir cet effet-là sur un corps humain en mettant une mandale, tu vois. Donc je reprends la comparaison avec Obélix qui tape un Romain, tu vois, qui fait un Ouais. uppercut Et qui et l'envoie sur la lune. Ouais, ouais. la tête du Romain qui part en arrière comme ça, tu vois, Et qui laisse ses sandales au sol, ouais. sur le sol, tu vois. Et donc moi j'étais fan de la performance et j'attendais énormément de Francis, tu vois. Ouais. Je me disais ça va être le premier Français entre guillemets qui va prendre une ceinture. Parce que je le voyais atomiser Stipe, tu vois. Mhm. Même si Stipe, attention, même si Stipe c'est un gros champion, je me disais Francis quand même avec la mandale, s'il met une demi cacahuète, c'est bon. Ouais. Et j'ai été vachement déçu, comme tous les fans français, Je pense, oui. parce que il a montré des lacunes techniques et et des grosses lacunes physiques aussi. Et c'est pour ça qu'il a perdu le combat. Et donc, j'avais dit ça sur les réseaux sociaux. Et ensuite, Lopez avait fait un article où il a dit, en gros, j'ai pas eu l'occasion de parler avec Francis depuis son combat, mais en gros, c'est pas de ma faute, c'est sa faute, il m'a pas écouté, et ainsi de suite. Et Alors j'ai c'est vrai trouvé, qu'on a. Oh, je te coupe un petit instant. ouais, C'est vrai on a appris après, on avait reçu ma Lopez pour débriefer de ce combat-là. Il nous avait fait l'amitié de venir nous voir en descendant quasiment de l'avion à son retour des États-Unis. Et en effet, on a appris derrière que Francis, en gros, était parti bille en tête et n'avait pas écouté ni suivi le game plan travaillé avec son coach de l'époque, Fernand Lopez. Je te laisse poursuivre. ouais. Euh, moi, d'un point de vue sportif, moi qui ai été coach et combattant, je me mets à la place de Francis. Alors, je sais pas s'il a fait exactement ce qu'on lui ou pas du tout ce qu'on lui a dit de faire, mais si j'ai pas eu cette conversation avec mon coach, ça me ferait vraiment mal aux couilles de l'apprendre en lisant un article, tu Ouais. vois. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui m'a chiffonné. Donc j'en ai parlé sur je sais plus quel ouais, sur Facebook, je crois, encore une fois. Mm. Et donc, ça a déclenché tout ce qui a suivi parce que Lopez est parti ensuite sur SFR machin, ensuite d'autres médias, d'autres podcasts en disant toujours la même chose. Cyril, il est nul, il a formé personne, il a pas de diplôme, c'est un incompétent, ainsi de suite. Voilà, c'est un charlatan. Un imposteur, ouais, enfin, Un je suis, imposteur. Donc, je- il a, je- il a, il a sorti tous les trucs. tous les termes, ouais, je me souviens plus très bien. Après, est-ce que tu penses pas que ça a été une phrase lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas eu la conversation avec son athlète, est-ce que c'était pas une manière plutôt de botter en touche pour pas tomber sur le museau de son gars qui au final d'abord avait contre-performé et ensuite visiblement n'avait pas écouté les instructions? Ou est-ce que tu penses vraiment que c'est ce qui s'est passé et qui dans ce cas-là, oui, est quand même assez étrange? Euh, Bah, pour moi, la question de est-ce que Francis a écouté ou pas,
Euh, c'est pas le point le plus important là-dedans. Le point le plus important pour moi, c'est pas normal que la conversation que tu aurais dû avoir avec Francis, tu l'aies pas eue et avant que tu aies cette conversation, tu ailles sur les réseaux sociaux pour donner. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça c'est bien, encore une fois, si je suis Francis et que je suis combattant et que je viens de faire un combat, donc je suis dégoûté d'avoir perdu déjà, premièrement. Ouais. Euh, j'ai pas envie d'apprendre ce que pense mon entraîneur de moi sur les réseaux sociaux. S'il pense que j'ai fait n'importe quoi et que ceci et que cela et que j'ai pas envie de le voir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une conversation qu'on doit avoir d'homme à homme. Après si s'il a envie d'aller sur les réseaux sociaux et dire ouais il a fait que de la merde et tout ça, bon bah c'est son avis. Mais et puis de dire ouais c'est pas de ma faute c'est la sienne, c'est compliqué aussi quand tu es entraîneur parce que le niveau technique de lutte, jusqu'à preuve du contraire, Lopez c'est un lutteur. S'il emmène un poids lourd faire un championnat du monde face à un mec qui vient de la lutte, j'espère qu'il a fait de la lutte, tu vois. Et donc il y a tout un tas de trucs. C'est pas que le fait que Francis est écouté ou pas écouté, c'est plus large que ça. Moi, j'ai analysé la situation d'un point de vue combattant, parce que j'ai été combattant. Est-ce que j'aurais bien vécu le truc de la part de mon coach? Je ne pense pas. Et en tant que coach, je me vois mal faire la même chose sans avoir eu la conversation avec mon combattant. Voilà, Oui, c'est tout. je vois. Et puis, oui, c'est vrai que quitte à botter en touche, ça aurait pu faire un petit peu de langue de bois aussi, assez usuel, du style Ouais, j'ai parlé avec mon athlète, on va se reconcentrer, on va retourner au travail et puis on va revenir plus fort. c'est ça. Ce qu'on entend très souvent. Petite question de Mpanzouk, journaliste sportif spécialiste de boxe. Est-ce que Cyril peut nous expliquer la notion de mythojitsu dont il parle régulièrement sur sa page Facebook avec beaucoup d'humour? Je suis désolé, chaque fois il va falloir qu'on en parle hein, parce que c'est Ouais, je sais. déjà c'est un terme. Est-ce que tu l'as déposé finalement ce terme? Ah, je l'ai pas déposé, non, il Va, faudrait. va falloir le faire mon gars hein, parce que tu vas te le faire piquer celui-là. Hein. Et donc Ouais. bah Bah, le terme, il vient du fait. Moi, je suis un grand fan des arts martiaux et des sports de combat depuis que je suis môme, tu vois, comme les gens de ma génération, on a été bercés par les vidéos René Château, de Bruce Lee, de Jackie Chan et tout ça, tu vois. ouais. Donc, j'ai kiffé Bruce Lee, j'ai kiffé Jackie Chan. Comme tous les mecs de ma génération, j'avais des posters karaté Bushido de Bruce Lee dans ma chambre et tout ça, avec des étoiles de ninja, des conneries comme ça, tu vois. Des nunchakus que tu fabriques, tu vois, tu prends un manche à balai, tu perces un truc dedans, tu mets un peu de chaîne et tu fais des nunchakus, tu vois. Donc on a un Cyril Diabaté bricoleur alors. Ah oui, grand bricoleur. Grand bricoleur pour les arts martiaux, parce que sinon tu me demandes de mettre une étagère chez moi, je vais bégayer, tu vois. D'accord, ok. Mais à l'époque, tu te débrouilles, tu vois, t'as 11 ans, tu veux des nunchakus parce que tu as regardé Bruce Lee 15 000 fois en vidéo VHS. Ouais. Donc, tu fabriques des nunchakus, tu vois. Donc, je suis un passionné des arts martiaux et des sports de combat. Les gens pensent que je critique les arts martiaux tradis et que je suis à fond MMA, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis fan des arts martiaux. Point final. En, gé- Euh, Pardon? en général. En général, en général. Quand je suis passionné d'un truc, j'étudie. Tu vois, je suis Ouais. le mec qui va. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'allais à la bibliothèque, je prenais des livres sur. L'ancien Google, la bibliothèque. Voilà, c'est ça. Le Kalari Payat, les arts martiaux chinois, le temple de Shaolin. Tu vois, je lisais tout ce que je pouvais trouver. Les écrits de Bruce Lee sur le Kung Fu. Enfin, je lisais tout ce que je pouvais, tout ce que je pouvais lire, je lisais. Et après, je me suis fait mon avis à moi, tu vois, au fur et à mesure, tu prends de l'âge.
tu commences à pratiquer. Ça aussi, le fait que de passer du monde virtuel, le monde fantasme, au monde réel des sports de combat, ça a été Mhm. ça a été un tournant pour moi. C'est-à-dire, tu passes d'être fan de Jean-Claude Van Damme, de Bloodsport et kickboxer, à pratiquer toi-même, tu vois. Et tu t'aperçois que il y a vraiment un décalage entre le monde du cinéma, le monde de ce que tu vas voir en cassette vidéo et le monde réel des sports de combat. Ouais, Et ouais. si tu veux, et si tu veux, ça a été un choc psychologique, intellectuel. Tu passes du fantasme où tu vois Tang Po en train de taper dans un pilier et puis le pilier qui vibre et le plâtre qui tombe par terre, Ouais. à ah bah non, il n'y a pas de Thaïlandais qui font 2 mètres, qui font 100 kilos, ça n'existe pas. Ah bon, mais pourtant, Tang Po, non, non, ça n'existe pas, ça c'est dans un film. Ah bon, mais Jean-Claude Van Damme, quand même, il a été champion. Ah bah non, il n'a pas été champion, c'est un acteur. Ah bon? Et donc tu passes un décalage, un 180 degrés, tu vois, du jour au lendemain. Parce que tu passes du monde cinéma à un monde réel des sports de combat. Et ça, tu le réalises en même temps qu'en plus du fait, tu performes, parce que quand tu Ouais, t'y mets, tu te rends, j'imagine, assez vite compte. Bon, c'est un secret pour personne. T'es une armoire à glace, Cyril. Hein. T'es long, t'es costaud. J'ai des preuves vidéo comme quoi tu tapes fort. Alors j'imagine que c'est le fruit aussi de beaucoup de travail, mais au moment où tu t'y mets, t'es déjà un physique hors norme. Et arriver à mettre ce physique au service d'une discipline euh, sportive telle que celle que tu affectionnes tout particulièrement et que tu te rends compte qu'en plus tu es, euh, tu es performant, ça te donne quoi? Enfin, ça te procure quoi? alors déjà, faut savoir que j'ai eu une croissance spontanée à l'âge de mes, à l'âge entre mes 14 et mes 15 ans, Mhm. sur une année et demie, tu vois, une période d'une année et demie, T'as poussé d'un coup, quoi. poussé d'un coup, tu vois. Ok. Le plus que j'ai fait, j'ai pris 17 centimètres en un an, Ah ouais, d'accord? quand même. Donc il y avait des mois, si tu veux, où je faisais vraiment des poussées. Il y avait des mois où je prenais un centimètre et demi, voire 2 centimètres, tu vois. Donc j'étais complètement HS. Tu vois, j'étais HS, j'étais sur le canapé, j'avais mal partout, j'avais sciatique au dos, j'étais mal, quoi. Tu vois, j'étais Ouais, ouais. fatigué t'es fatigué pour un rien. J'avais commencé un peu le basket, donc je faisais un entraînement, je me pétais un doigt, tu vois, parce que mon squelette il était affaibli. Et donc j'ai vécu ça pendant un an et demi. Et donc, mes 14, 15 ans à mes 16, 17 ans, j'ai vécu ça. Et t'as mal partout, t'es fatigué. Et je faisais 1,97 m pour environ 86 kilos, tu vois. Donc, je suis pas non plus une armoire à glace comme tu le décris. J'étais plutôt longiligne, voire maigre. Ouais. Et Quand je dis amour à glace, c'est par rapport à moi surtout, quoi. ah, d'accord. Donc, une morphologie plus de basketteur amateur que de combattant professionnel. Donc je passe à mes 18 ans, ma grand-mère accepte de m'inscrire dans un club de sport pied-point à côté de chez moi. Ok. Euh, Parce qu'elle voulait pas que j'aille trop loin parce que je me déplaçais en vélo, elle m'a inscrit dans la ville où j'habite, à Rueil-Malmaison, et j'ai la chance d'avoir un très bon prof tout de suite. Ok. Et donc, je me mets à fond dedans dans les sports de combat. Et comme je disais tout à l'heure, je le réalise tout de suite qu'il y a un décalage entre le cinéma et les sports de combat. Tu vois, que le cinéma c'est propre et que les sports de combat c'est pas forcément aussi propre. Et, Oui. euh, puis ça fait mal aussi, tu vois.
taper avec le tibia, quand tu vois kickboxer ou bloodsport et que tu vois le mec en train de taper avec le tibia, tu te dis, waouh, moi aussi, je vais y arriver, tu vois. Et puis, premier cours, pourtant, tu as des protèges tibia, tu rentres chez toi et t'as les jambes comme une vieille, tu vois, qu'elle a fait vite. Et t'es obligé de glacer, sinon t'es dans le mal, tu vois. Ouais. Donc, il y a eu ce décalage. Et ça s'est accentué parce que plus je me suis mis à fond dans la compétition, parce que j'ai commencé la compétition tout de suite, et plus tu réalises qu'il y a un décalage vraiment hallucinant entre le monde fantasmé des arts martiaux et des sports de combat Mhm. et le monde réel, tu vois. Ouais. Donc après, quand j'ai des potes à moi qui sont, eux, inscrits en taijitsu ou je ne sais quoi, ou dans quel ou capoeira aussi, parce que c'était la grande époque Oui, il y a eu la grande mode de la capoeira. Ouais. il y avait la capoeira et la fin de la mode du ninjitsu, tu vois. Ah, je le connais pas celui-là. Ouais, parce que American Ninja, parce que tous les films sur les ninjas déjà, Ok. qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc moi, j'ai commencé dans cette époque-là. Donc fin de l'époque de la mode des ninjas. Euh, on est en plein dans la mode de la capoeira. Et je vois que ce que moi j'apprends dans mon club de boxe pied-point, il y a quand même un décalage entre ce que moi j'apprends et les ninjas et les capoeiristes que je côtoie à l'époque, tu vois. Mhm. Et par exemple, tout simplement, quand on met les gants ensemble, tu vois, je mets les gants avec des mecs qui font du karaté, et de la capoeira et tout ça, et je défonce tout le monde. Mais je défonce pas tout le monde parce que je suis Cyril Diabaté. Je défonce les mecs parce que mon style que je pratique, c'est-à-dire le kickboxing, box thai, c'est beaucoup plus réaliste que leur chinoiserie, leur patte de mouche et la pose du héron, tu vois. La pose du héros. Donc, Continue, tu me régales, je te jure. donc, à force de mettre des gants, d'être confronté à ce monde, de confronter les mondes, de confronter le monde fantasmé des sports de combat et des arts martiaux avec le monde réel, et Ouais. tu t'aperçois au final que il y a beaucoup plus de mecs qui s'inventent une vie de Bruce Lee que de combattants qui sont dans le dur à prendre des coups de genoux au foie, tu vois. Ouais, je vois. Et puis ça s'est accéléré avec la dernière mode martiale qui est la salle défense. Tu vois, Oui. ça fait 10 ans que ça prend de l'ampleur. Ça fait 10 ans avec une accélération sur les 5 dernières années, on va dire, où c'est vraiment un truc de fou. Tu t'en vois partout. Avec l'impulsion du Krav Maga, afin de l'arrivée Avec, aussi avec, du grand public, parce que le Krav ouais, Maga est arrivé en France il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. ouais, Mais c'est vrai qu'il y a eu une démocratisation complètement dingue du Krav Maga et de ce qu'on appelle le self-défense ouais. depuis, oui, une petite dizaine d'années. Voilà, Ouais. donc avec le Krav Maga, donc moi j'ai évolué moi avec ma pratique martiale, j'ai évolué aussi avec l'explosion de ces styles-là, tu vois. Mhm. Donc il y a encore 10 piges en arrière, le Krav Maga c'était encore ça commençait à naître au niveau du grand public. C'est avant il y a 15 ans en arrière, il y avait eu du Krav Maga mais c'était underground, tu vois, c'était les mecs qui s'entraînaient à faire je te touche, tu me touches dans des garages, tu vois, chez Ouais, les gens. mais attention, parce que justement, Eric, mon acolyte et complice de Fréquence MMA, lui a commencé les vrais cours de Krav Maga au début. C'était pas juste tu me touches, je te touche, apparemment. Il se foutait C'était, sacrément sur la gueule. Il faisait c'était, ça sur du plancher sans tapis ni rien. C'était à la dure et il en a tiré d'ailleurs d'une des bons souvenirs et de deux de sacrées compétences quand même. alors, c'est vrai que le Krav Maga, j'ai envie de dire, il y a 20 ans en arrière, comme il n'y avait pas de vocation à faire du fric avec, les pratiquants étaient plus authentiques qu'ils sont Ouais, maintenant. Maintenant, c'est une machine à sous. Donc,
peut-être qu'il y a 20 ans en arrière, les mecs faisaient 100 pompes par cours ou 200 pompes par cours, plus les abdos qui vont avec. Aujourd'hui, ils sont plus dans ça. D'ailleurs, j'invite n'importe qui à regarder les sites de clubs de self-défense. Tu vas sur les photos ou les vidéos qu'il y a du club et tu vois la forme physique des gens, tu comprends tout de suite que c'est pas des sportifs, les gens. Ils sont loin de faire 200 pompes ou 200 abdos par cours par entraînement. Donc voilà, il y a eu un vrai décalage au fur et à mesure. Moi, j'étais à fond dans les sports de combat et les arts martiaux, mais d'une façon générale, tu vois. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans le MMA, mais moi, je peux regarder je peux regarder un grand combat de boxe avec autant de plaisir qu'un grand combat de MMA, tu vois. Ouais, ouais. Ou un combat de boxe thaï, je peux prendre autant de plaisir à regarder ça qu'un. Je suis pas pro MMA dans le sens où je ne vois que ça. C'est pas vrai. Puis, Je vais j'imagine que tu es devenu très friand de tout ce qui est compétition en général aussi. compétition et puis même je vais regarder documents. Je regarde encore des documentaires sur le kung-fu pratiqué en Chine, tu vois. Tu vois, j'ai plaisir encore à regarder des documentaires sur un mec qui est dans une province chinoise, dans les montagnes, qui a une vie de ermite et qui pratique son tai chi et puis qui fait son kung-fu, tu vois. C'est Hmm. pas parce que je critique le sport, parce que je critique l'aspect efficacité du truc, tu vois. Comme un mec de self-défense qui va prétendre à ses élèves que non, c'est comme ça et qu'il faut toucher tel point vital pour assommer le mec et tout ça. Ils sont tous barrés en courant, ouais, s'il y a un problème dans la rue, quoi. Voilà, donc moi, je les critique de ça. Après, le mec, il a envie de pratiquer son style, peu importe le style, par passion, parce qu'il aime ça, parce qu'il y a le côté culturel et traditionnel qui entoure ces trucs-là, qui le passionne. Je vais pas le critiquer. Le Ouais, mec, ouais. c'est passionné de son truc, il est à fond dans son truc. Mais dès qu'on parle d'efficacité, je vais être très critique. Si on me dit que tel ou tel style de self-défense ou le style du héron de tel style de kung-fu c'est efficace, là je vais être critique, c'est clair. Je vais dire non, excuse-moi, c'est de la merde, tu vois. Et puis, t'as souvent mis aussi en évidence le fait que ça peut mettre des gens, et notamment des jeunes femmes, Ouais, en danger parce que elles peuvent se sentir fortes ouais, et capables de se défendre face à un ou plusieurs enfoirés qui les agressent en se disant, bon, bah, j'ai pris des cours, donc je peux faire face à mon agresseur, alors que pas du tout, quoi, en fait. ouais. Bah, tu vois, j'avais posté à une époque, j'avais posté sur Facebook, j'avais reposté la vidéo d'un club de Krav Maga qui a vu la visite de France 3 ou une connerie comme ça, tu vois. Mhm. Il y a une gonzesse qui est en train de faire des répétitions avec, donc elle est mise en face d'un grand black costaud. On va savoir pourquoi. Mais en gros, l'agresseur, c'est le black Ouais. costaud, tu vois. La Le victime, méchant. c'est le méchant. La victime, c'est la petite meuf. Et donc, elle est en train de répéter une succession de coups qui sont complètement. La technique, je t'en parle pas, tu vois, la technique, elle était nulle à chier. Ouais. Le journaliste l'interview après de cette séquence qui dure quelques secondes. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de pratiquer le Krav Maga? Et puis la meuf, elle dit, eh ben, je me sens beaucoup plus sûr de moi. Je sais que dans la rue, si je me fais agresser, je saurais y répondre avec efficacité. Et pour moi, ça me choque, ça. Ça Ouais, me ouais. choque. La gonzesse, elle est persuadée de son truc. Elle est persuadée que, alors, elle doit faire, je sais pas moi, elle doit faire entre 55 et 60 kilos. Ouais. Euh, je suis sûr qu'elle est incapable de faire 15 pompes de suite. Et elle est en face, dans la séquence, elle est en face d'un black qui doit faire, je sais pas moi, 85, 90 kilos, Mhm. qui est, qui est pas forcément un super athlète non plus, mais j'ai pas besoin de faire un dessin. Si l'un et l'autre s'affrontaient dans la rue, ça Oui. serait, ça serait un gros problème pour la petite gonzesse, tu vois. Ouais. Ouais, Et d'accord. donc,
ce côté mensonge qui est entretenu, qui est non seulement qui est dégueulasse, mais en plus qui est dangereux, tu vois. Mm. Parce que la gonzesse, ça se voyait qu'elle était sûre d'elle. Ça se voyait que si elle est emmerdée elle traverse un quartier un peu malfamé, si elle est emmerdée par deux, trois mecs, parce qu'elle a ses cours derrière elle, elle va répondre. Parce qu'elle va être sûre d'elle, Ouais. Et ça, tu c'est vois. dangereux. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr, c'est dangereux. Donc, pour boucler la boucle sur le mytho jitsu, parce que du coup, il y a un petit débat qui s'est instauré en commentaire. Il y a une partie un peu humoristique, mais il y a aussi une partie où tu dénonces les abus de certaines personnes qui veulent en faire un business et Ouais. qui mettent même pas leurs adeptes, mais plutôt leurs clients en danger parce que ils se sentent trop confiants vis-à-vis de situations qui peuvent devenir très très dangereuses pour eux et Bien, elles. bien sûr, c'est mon assistante à personne en danger, c'est publicité mensongère, c'est de l'escroquerie, Confiance, ouais, c'est abus de confiance, c'est tout un tas de trucs dans le même pot, tu vois. Et c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, tu vois. Des gens qui sont pas, c'est pas des guerriers, tu vois que c'est pas des guerriers les gens. Tu vois ouais, que c'est ouais, pas des combattants, c'est pas des gens qui vont se faire agresser dans la rue et qui vont réagir efficacement. oui, Tu peux pas leur dire avec deux entraînements par semaine à raison de 1 heure et demie par cours que tu vas être efficace face à un mec qui fait 20 et kilos. 35 parcours aussi, oui, pour un Ouais, seul problème. Ouais. bien sûr. Et Mm. tu vas être efficace face à un mec qui fait 20 kilos de plus que toi, qui a une masse musculaire 30% plus importante. Et C'est pas potentiellement possible. une arme. Et potentiellement une arme en plus, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est pas possible. Donc, c'est vraiment le côté commercial du moment qui m'énerve. Le truc de. En plus, ça se développe encore plus avec les vidéos online, tu vois. Donc, ils vendent non seulement le concept de la self-défense, il est bancal, mais en plus de ça, maintenant, ils te vendent le produit sous forme virtuelle. Donc, on pousse le bouchon encore plus loin, tu Genre, vois. fais ton Krav Maga à la maison, quoi. Voilà, fais ton Krav Ouais, Maga à la maison ou fais ton Penchaksila ou tous les trucs en A. je vois. Bon, on reviendra au sujet que je t'ai préparé un petit peu plus tard. On va passer un peu aux questions des viewers. On a Juju Vidal qui te demande, pensez-vous que nous aurons un jour un champion français à l'UFC? C'est sûr qu'il y aura un champion français à l'UFC parce que on a une très grande nation de combattants qui est pas forcément soutenue par les fans français depuis parce que c'est la mentalité française qui veut ça, mais euh, vu les champions français de MMA qu'on a pu sortir, les combattants de MMA qu'on a pu sortir, le niveau de ces combattants-là qu'on a pu sortir de France, hein, je parle bien de France, pas des Français qui vont à l'étranger, mais de France, connaissant le contexte, c'est-à-dire pas de circuit amateur et semi-pro, euh, pas de circuit pro, encore moins, mais un circuit de pancrace, tu vois. Donc c'est le petit cousin, on va dire, du MMA. Malgré ça, on a quand même sorti des grands champions, des grands combattants français. Donc, avec la légalisation du MMA, avec la mise en place d'une structure fédérale qui va mettre en place des diplômes, qui va épurer aussi les coachs, qui va assurer une amélioration du coaching et de la pédagogie du MMA en France, c'est sûr et certain que avec allez, un petit battement de quelques années, on va sortir des champions. On va sortir des champions. Pomme Save 21 qui te demande, en tant qu'ancien combattant UFC, vois-tu une différence dans l'évolution des combattants d'aujourd'hui? Ouais, il y a une amélioration. Les mecs sont plus complets qu'à l'époque. On va dire, à l'époque, il y avait, à mon époque, c'est il y a 10 ans en arrière, hein, mais j'ai commencé mon premier combat, c'était en 2010. Il y avait des combats, il y avait encore des spécialistes. Et maintenant, il y a de moins en moins de spécialistes. Il y a plus de mecs qui sont well-rounded en anglais, qui veut dire complet, tout Ouais, simplement. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de combattants complets de très haut niveau. ok.
On fait une petite bise à Taylor Lapillus qui nous fait le plaisir d'être viewers sur cette Insta Call. Just Juice Bar N Annecy que je salue parce que c'est aussi un bon joueur de poker. Il m'a fait mal. Comment as-tu vécu ton dernier combat à l'UFC? Alors, ma fin de carrière à l'UFC, je l'ai mal vécu dans le sens où j'étais conscient que j'avais plus rien à faire dans un octogone, dans le sens où être combattant, c'est un état d'esprit, c'est un mental qui est bien particulier. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas, tu te réveilles un jour et tu te dis, ah bah je vais combattre et tu peux combattre. C'est un état d'esprit qu'on a naturellement ou qu'on peut travailler à avoir, tu vois. Et à arriver à cette période-là de ma vie, j'avais 40 ans, j'avais euh, j'avais euh, une petite fille, un enfant. J'étais plus dans la recherche de performance en combat. Ok. J'étais, j'avais plus cette envie de me dépasser au quotidien. Et le dépassement, il est au quotidien. C'est pas le jour dans la cage, le jour du combat dans la cage qu'il faut se dépasser. C'est tous les jours en fait. Tu vois, pour Ouais, être c'est une façon de vivre en fait. C'est ça que tu veux dire. voilà, c'est une- Ouais. c'est une- c'est un état d'esprit. Et j'avais plus cet état d'esprit. Et malgré ça, je combattais encore. Et donc j'ai fait des combats plus ou moins. Ouais, j'ai une fin de carrière qui est pas, pour moi, hein, qui est pas à la hauteur de mon potentiel parce que j'avais pas j'avais perdu cette niaque, cette rage de vaincre, et puis j'avais perdu cet état d'esprit. Donc Donc c'était plus ton boulot que ta voilà. passion, quoi. Exactement, Ok. exactement. Donc, c'était devenu mon boulot. C'est paradoxalement, c'est là où j'ai eu plus gagné dans ma carrière de combattant. Et et j'y allais plus en comme un mec qui va au bureau et qui est pas passionné par son travail, quoi. Et Hmm. mal et c'est dangereux quand on fait ce métier-là parce que tu as besoin d'être à fond. Tu as besoin d'être quand tu es combattant, il faut être à fond, sinon c'est bah tu perds des neurones tout simplement, tu Oui, perds de la santé. ouais. Ouais, puis on n'oubliera jamais de répéter suffisamment que c'est pas anodin, c'est-à-dire que monter dans une cage, c'est pas aller faire une partie de tennis. Même si Ouais. faire une partie de tennis, c'est très respectable aussi, on parle pas de la même chose, c'est pas les mêmes risques, c'est pas on met pas la même chose dans la balance, entre Non, guillemets. ton instinct de survie, quand tu fais une partie de tennis, il est même pas enclenché. Je veux dire, même pas à un moment donné, tu dis, bon, bah là, je risque ma peau, tu vois. Alors que quand tu rentres dans une cage et que la porte, elle se referme derrière toi, il y a tout est déclenché, en fait. Tes signaux d'alerte dans tous les sens. T'as ton adrénaline, j'ai l'impression, j'avais des fois l'impression, surtout en début de carrière, j'avais l'impression que quand je rentrais dans la cage, j'avais autant d'adrénaline dans le sang que du sang, tu vois. Parce que Oui, d'accord. parce que, parce que ton cœur, il bat à fond, parce que t'es en danger, en fait. C'est ton instinct de survie qui reprend le dessus à un moment donné, tu vois. Et donc, c'est difficilement comparable à d'autres sports, en vrai. Ouais, ouais, je vois. Widzi Nourma qui te demande, attends que je retrouve la question, qui te demandait aujourd'hui quel est ton combattant UFC préféré. J'aime bien Israël Adesanya Ouais, parce il a une vista, il a un style, il a l'aura des grands combattants qui sont kiffants à voir, tout simplement. Ce qui a perdu John Jones, ce qu'avait Anderson Silva quand il était à son top. Euh, mhm. c'est des mecs qui, même t'es pas fan de MMA, tu le regardes, tu dis waouh, tu vois, Oui, tu c'est hallucines. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mm. Le côté, ouais, le côté artistique, créatif, le côté, il rend le combat beau en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Israël Adesanya et que je retrouve pas forcément ailleurs tout le temps dans les combats de MMA. Ok.
Côté nutrition, hein, on sait que c'est le credo aussi de JJB Annecy. On est souvent bon en macro. Tu penses quoi des jus de légumes pour assimiler les micronutriments? Est-ce que tu es consommateur de ce genre d'aliments? Moi, ouais, un appareil pour faire des jus. Je m'en sers pas suffisamment à mon goût parce que Ouais. c'est un bordel, parce que c'est relou à laver et tout ça. La Donc, feignasse. ouais, c'est relou. Bah, quand tu fais un jus que tu vas boire je te mens pas, en 30 secondes, tu vois, tu Oui, mais bois t'en as pour un quart d'heure de préparation et de nettoyage derrière. Ouais. ouais. Ah, putain. Et si jamais, bon, c'est plus possible maintenant, mais si on avait eu un film de Bruce Lee où on le voit bien nettoyer sa machine à jus, est-ce que tu penses que tu l'aurais fait de manière plus assidue? Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, Ouais, parce que quand tu commences, quand tu es jeune et con, entre guillemets, et que tu idolâtres des gens et tu as envie de faire comme eux, tu as envie de tout faire comme eux, en fait. Donc, ouais. mes idoles de l'époque, si je les avais vus en train de faire des jus de légumes et tout ça, c'est clair que j'aurais une meilleure alimentation, c'est sûr. Pour en Ok. revenir à cette histoire de jus, je suis convaincu des bienfaits des jus de légumes, des jus de fruits faits maison, parce que Oui. les briques, machin, c'est de l'eau avec du sucre dedans. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais les Ça sent jus, plus pire que le soda d'ailleurs, hein. C'est ouais, du tout ouais, bien pareil. sûr. Ouais. Ouais, c'est pareil. Une petite aparté, je dirais technique, hein, en expliquant que si c'est d'accord pour toi, Cyril, évidemment, j'ai trop de sujets à aborder avec toi et t'es tellement du beurre chaud à répondre aux questions qu'on va enchaîner sur une heure supplémentaire, hein. Donc là, normalement, le live va couper dans 4 minutes parce que c'est la limite d'Instagram, mais on Ouais, se retrouve tout de suite après pour le deuxième et dernier épisode. Une ok. dernière question avant cette coupure. Angelo Pitruzzella qui te demande, est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Des regrets dans ma carrière. J'ai pas eu, j'ai réalisé l'importance du management en fin de carrière, en fait. Ok. Euh, c'est en signant avec mes deux derniers managers que j'ai pris la conscience qu'un manager, si on veut réussir sa carrière, un manager, c'est primordial. Et, Ouais. euh, et, et il faut faire attention entre le manager qui veut faire de l'oseille sur toi et un manager qui veut ton bien. Et la deuxième catégorie de personnes, de managers, elle est dure à trouver. En général, il faut quelqu'un qui soit proche de toi, quoi. Genre un de tes meilleurs amis, quelqu'un de la famille. Pas forcément, parce que les meilleurs amis, c'est pas non plus forcément les meilleurs managers. Parce Ok, que, oui, pas faux, ouais. après, il y a l'amitié qui rentre en compte. C'est vraiment difficile à trouver un bon manager parce que il faut ça soit en anglais hustler, c'est-à-dire le mec qui a pas, qui a pas peur de se mouiller, peut-être d'être un peu escroc sur les bords, mais en même temps, il faut Un qu'il filou, quoi. Un peu filou. un peu filou, voilà. Un peu filou, voilà. C'est ça. Le mot est filou. Il faut que ça soit un filou. Il faut qu'il soit joignable H24, qu'il s'implique dans son truc. Il faut qu'il soit bilingue, qu'il parle complètement l'anglais et qu'il soit sur les réseaux sociaux, sur ses emails disponibles. Voilà. Ok. Donc, tu sais, un bon manager, c'est quelqu'un qui regroupe énormément de qualités qui sont pas forcément faciles à trouver. Ok. Allez, encore une dernière petite question avant que ça coupe et qu'on se retrouve à nouveau, si tu es OK. Penses-tu que Whittaker peut revenir? C'est une question de Bob Marie 42. Whittaker, c'est un très bon combattant. Je pense qu'il peut revenir. Après, je sais pas où il en est dans sa tête aujourd'hui. Je sais qu'il a eu des problèmes d'ordre perso dans sa vie ces derniers Ouais. temps. Santé. Pardon? Et de santé aussi. Ouais, et de santé aussi. Donc, c'est dur à répondre à ces questions. Je suis pas assez dans sa vie pour savoir où il en est dans son Oui. état. Comme tu disais, il y a une grosse part psychologique et ça, on le voit pas à la télé, quoi. Ouais. Bon, ça va couper dans quelques instants, donc on va pas couper une réponse tout de suite, tout de suite.
Donc, bah, merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette première heure. Et on vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour l'Instacall Cyril Diabaté numéro 2. À tout de À suite. tout de suite. Ça va marcher en attente de Cyril Diabaté. Tox, voilà. Je sais que c'est mal, mais voilà, il faut le dire. Ne fumez pas, c'est un piège. Je me retrouve piégé de cette saloperie. C'est mal, pas bien. Justement, la transition est toute trouvée avec ma connerie de clope. On va parler de la santé maintenant, un petit peu de la santé bah, évidemment, pour les gens qui nous regardent, c'est une crise sans précédent, hein. C'est notamment pour moi, c'est la première fois que je vis une chose pareille. Le coronavirus, son nom de scène, le Covid-19, ou plutôt l'inverse, je crois. C'est un sujet sur lequel tu reviens beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, je pense que bah, sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, je fais beaucoup de stories en ce moment pour expliquer ce que j'ai compris moi de ce virus. Et surtout aussi pour que les gens prennent conscience que c'est important de s'informer, qu'ils s'informent d'eux-mêmes sur ce qui est en train de se passer. Tu disais, c'est la première fois de ta vie que tu vis ce qu'on est en train de vivre. Je te rassure, pour le monde entier, c'est la première fois. Oui, Personne, c'est vrai aussi, oui. personne a vécu une telle, je choisis bien mes mots, une telle médiatisation d'une maladie. Oui, Tu vois, parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que il y a une médiatisation sans précédent d'une maladie. Même le SIDA n'a pas fait autant couler d'encre à une période donnée, tu vois, courte, que le virus provoquant le Covid-19. oh, quand même, le sida, tu vas un peu fort. Le Non, parce que sida, on a eu. parce que le SIDA, regarde concrètement, ça fait 3 mois que tous les médias parlent H24 d'un seul sujet, c'est le Ouais, ok, je Covid-19. vois ce que tu veux dire. Ok, Alors que d'accord. le SIDA, oui, on en a parlé, et on en a parlé énormément, mais c'était espacé sur le temps, et puis il n'y avait pas que ce sujet-là à la bouche de tout le monde. Là, c'est Covid-19, en veux-tu, en voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est très anxiogène d'ailleurs. Bien sûr, bah, j'en reviens, c'est que pour moi, le stress occasionné, et puis le système de vie qui nous a été imposé, c'est-à-dire le confinement, va être beaucoup plus néfaste à notre société que le virus en lui-même. Ouais, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? C'est simple, c'est que les statistiques, que si on prend les stats, je sais plus quel organisme, quel institut sort les stats de mortalité en France par an, par région, par cause, et ainsi de suite. Eux, en fait, ils disent les chiffres qu'on a sur les 3 dernières années, en fait, on est en dessous des chiffres, des courbes de mortalité des 3 dernières années. Ouais. Donc, si tu veux, pris comme ça, comme à part, si on est vraiment cartésien et qu'on laisse pas du tout l'émotion ou les images qu'on a pu voir ces derniers temps nous influencer, et qu'on te dit, il y a moins de morts à la même période en 2020 qu'en 2019, en 2018 et en 2017, tu dis, attends, c'est quand même j'ai du mal à connecter parce que Et- si j'allume la télé, on est en train de vivre la Troisième Guerre mondiale ou l'apocalypse ou je ne sais quoi. Mais ça peut se comprendre aussi dû au confinement. On se dit que s'il y a le confinement, par exemple, je pense à un truc tout bête, les gens prennent moins leur voiture. Donc, par conséquent, il y a moins d'accidents de voiture. Si les gens vont moins au travail, il y a moins d'accidents dus au travail aussi. Je parle notamment des gens qui ont des métiers dangereux, comme les gens qui travaillent sur des chantiers ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut pas s'expliquer aussi par ça? En fait, les chiffres qui sont vraiment qui sont vraiment responsables des gros chiffres de mortalité en France, c'est pas du tout les, les accidents de la route, c'est pas du tout les accidents du travail,
c'est les grosses maladies de notre siècle, c'est-à-dire le cancer, les maladies cardiovasculaires, tu vois, Les AVC, oui, les choses comme ça, les ouais. AVC et tout ça. Donc ça, c'est la première cause de mortalité, c'est les causes naturelles, d'accord, Oui, de vieillesse. Ensuite, en deuxième, tu as les cancers, tu as toutes ces maladies-là qui sont loin, 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 loin devant les accidents du travail, les la route, etc. Ouais. accidents de la route, et ainsi de suite. Et le Covid-19 qui a fait, je sais pas moi, 18 000 morts, je crois, en France, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Alors, je vais demander à mon oreillette de vérifier ce chiffre-là et je vais avoir le chiffre dans pas longtemps. Tu peux continuer. Donc, ouais, mondialement, on en est à 120 000 ou un truc comme ça. 120 000, c'est même pas le chiffre des morts du cancer par an en France. Bon, alors, tout ça pour toi, ça veut dire quoi? On a des questions dans le chat. C'est quoi? C'est Ça veut dire un complot? On est, qu'il on est- on est sur quoi? y a une surmédiatisation d'une maladie qui est dangereuse, qui est sérieuse. Attention, parce que à chaque fois que je parle de ce sujet sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours des gens qui disent ouais, mais tu peux pas diminuer le truc. Je diminue pas le truc. La maladie est sérieuse, elle est contagieuse, elle tue beaucoup de gens, c'est sûr et certain. Il y a Ouais, ouais. personne ne dit le contraire. Et que c'est pas rigolo de se retrouver en réanimation, intubé, allongé sur le ventre. Et j'ai vu les images, les mêmes images que tout le monde. C'est clair que c'est dégueulasse et que personne ne veut vivre ça. C'est sûr et certain. Ouais. Maintenant, la médiatisation qui est faite autour de cette maladie et les chiffres, il y a quand même il y a une incohérence, une incohérence euh, qui est pour moi qui est pas anodine en fait. Si tu veux, comment si on prend les chiffres, encore une fois, si on prend les chiffres des morts de la maladie par rapport à plein d'autres morts de maladies Alors, en France. justement, mon oreillette vient de me dire, hier, on était en France à 14 393 morts. D'accord. Voilà. Ok. Donc 14 000 morts en France en 3 mois, un peu plus de 3 mois. C'est ça? C'est ça à peu près. Bon, même si le confinement, lui, a été déclaré il y a un mois, on va dire que le virus est arrivé en France vers février, si je dis pas Ouais. trop de bêtises, donc c'est plutôt 2 mois. Ouais. Ouais, milieu janvier, il me semble. Bon, bref. Milieu janvier? Ah bon, ok. Bah, Tout ça, oui, deux. tout- Allez, 2, 3 mois. Ouais. ouais, ouais, tout ça pour te dire que effectivement, il y a énormément de morts. Et la courbe, pour en venir au confinement, ça fait un mois. Ça fait un mois on a le confinement. Il n'y a pas eu de ralentissement dans la courbe des morts. Ça, c'est logique. Ah non, c'est Il pas faut, logique. si, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire que on n'a pas eu de ralentissement pour le moment, mais je crois que l'aspect exponentiel des morts, lui, a été jugulé. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu le confinement. Le confinement, lui, se fait ressentir, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir, et en Chine. Alors en Chine, les chiffres, ils sont Ouais, mais on a d'autres chiffres. On a des chiffres, on a les chiffres espagnols, on a les chiffres italiens, italiens. Ouais. qui eux aussi ont fait le confinement. Et c'est pas le confinement seul qui va faire, qui va arrêter la maladie. Ça va pas arrêter la maladie, mais comme tu le disais au début de la première heure de ce live, euh, en tout cas, on évite beaucoup plus la Ouais. contagion et la propagation du virus. Ouais. Ça va. Forcément, s'il y a moins de gens qui le chopent, on peut espérer qu'il y aura moins de gens qui en décéderont. Donc, il y a quand même un laps de temps à attendre entre ce confinement. Je pense que, alors après, encore une fois, je ne suis ni épidémiologiste, ni épidémiologue, je ne sais pas comment on dit, ni scientifique avéré, mais je pense que avant de voir véritablement les aspects positifs du confinement, on va pas tarder à le voir là. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que là, on commence à arriver à un palier. Et un palier, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que l'augmentation est jugulée. Donc, c'est encore là, ça tue encore des gens. Nos personnels soignants français, qu'on salue encore une fois, dont on salue le travail encore une fois, sont encore sur le pied de guerre et n'en peuvent plus, mais ils tiennent bon. Et merci à eux, hein, parce que
Oh, je pense qu'on parlera du gouvernement après, hein. L'occasion est trop belle et puis ça fait partie des questions dans le chat. Donc oui, je pense qu'on dira un mot là-dessus et sur la gestion du gouvernement français de cette histoire. On aimerait avoir ton avis, Cyril. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même que le confinement va commencer un petit peu à porter ses fruits quand même. Alors, encore une fois, c'est les experts qui disent. Je m'en réfère toujours pour moi, les gens par exemple, le professeur Raoult. Dès le départ, quand j'ai vu cette tête farfelue arriver, tu vois, le mec avec Ouais. son look complètement impressionnant. Hirsute, comme on dit. Ouais. Voilà, je Ouais. me dis, attends, comment lui, on peut lui donner la parole? Parce que ça me paraît, encore une fois, il y a un décalage entre son physique Il et n'a pas la gueule de l'emploi, comme on voilà, dit. exactement. Donc, je me suis vachement renseigné sur lui. Et avant que les différents sites et même les journaux en parlent, j'avais découvert qu'il était classé numéro un dans, je sais plus dans deux sites différents qui classent les scientifiques dans le monde, tu vois. Et donc, je savais que le mec, c'était la référence mondiale dans ce domaine. Et donc, j'ai vachement écouté ses vidéos. J'ai même lu plein de trucs qu'il a dit sur les différentes maladies, les différentes épidémies. Et en fait, les épidémies, si j'ai bien compris, c'est pas exponentiel jusqu'à l'infini. Ah bah non, oui, non, forcément. Et peu importe ce que les gens vont faire, s'ils vont avoir des remèdes ou un confinement ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a il y a une accélération exponentielle. Et puis après, à un moment donné, il y a un espèce de plateau, mais peu importe ce qu'on fait, si tu trouves le remède ou le confinement, ou peu importe. Et je Donc pense tu que penses que le plateau qu'on amorce aujourd'hui n'est pas dû au confinement, mais plus voilà, quelque chose d'inéluctable par rapport à la nature, et qui serait arrivé de toute manière. ouais, je pense que plus ou moins après effectivement, je pense que le confinement et c'est pour ça que je suis chez moi à 23 heures sur 24 au moins par jour, et que je rencontre personne, je côtoie personne, c'est que pour moi, de toutes les solutions qu'on nous présente aujourd'hui, le confinement, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on nous présente aucune autre solution, en gros. C'est ça le problème, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que oui, se confiner aujourd'hui, c'est mieux que de sortir dans la rue, côtoyer les gens, faire la bringue, sortir en boîte de nuit et tout ça. Hmm. C'est sûr et certain. C'est mieux de se confiner que de faire tout ça. Maintenant, il y a des trucs qui sont 10 fois mieux que le confinement. Et genre, Comme quoi, par exemple? Tu penses à quoi quand tu dis déjà, ça? le port du masque obligatoire déjà. Oui, mais il paraît que le masque, ça sert à rien. Voilà. Moi, dès que je sors, ça fait 3 mois que j'ai un masque, des gants, mais on Et a un puis, gouvernement qui nous a dit que les masques servent à rien. Alors, est-ce qu'il faut se mettre aussi à leur place à un moment? C'est-à-dire que, est-ce que c'était pour ne pas créer un vent de panique du fait qu'on n'avait pas de attention, masque? là, tu parles dans la naïveté bisounesque. Bisounoursesque. Ouais. Donc, non, parce que, à un moment donné, tu as vu, il faut que les gens ils comprennent, c'est que euh, quand il se passe ce qui se passe en Chine, fin décembre, d'accord, et que milieu janvier, on est sûr et certain, on parle d'épidémie, voire de pandémie, si ça sort et que ça se propage. Et On rappelle la différence entre épidémie et pandémie. Pandémie, c'est quand ça commence à justement à sortir d'un pays voilà, et que ça se répand dans le monde entier. voilà. Une pandémie, il y a une notion de nombre, d'une multitude de ouf. Ouais. Et donc, de passer les frontières. Et donc, ils savent très bien que mi-janvier, ils savent très bien, et quand je dis ils, c'est-à-dire les gouvernements du monde entier, savent que en Chine, il se passe un truc, parce que les services des renseignements du monde entier et les services sanitaires du monde entier ont sonné l'alerte, et ils savent très bien en France que l'épidémie qui se passe en Chine va sortir des frontières et va sûrement arriver en France. Ils le savent. D'autant qu'on était dans une période de nouvel an chinois, Voilà. qui est à peu de choses près, la seule semaine de vacances que les Chinois ont. Et on sait qu'ils aiment beaucoup voyager
aller voir notamment Paris, les grandes capitales européennes et mondiales. Donc c'est vrai que ça tombait à un moment très très propice Ouais, pour une contagion mondiale, quoi. comme par hasard, en plus. Ah, ça y est, c'est lancé le fameux comme par hasard. Comme par hasard, voilà. C'est important. Et donc, on sait milieu janvier que il y a, il y a, il y a un début, un gros risque de pandémie. D'ailleurs, Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, notifie le président de la République et Édouard Philippe le 11 janvier, d'après elle, hein, le 11 janvier, qu'il y a une pandémie qui commence et qui va avoir des milliers de morts en France. Juste, je te coupe juste un petit instant. Je fais un petit coucou à monsieur Mehdi Bagdad qui s'est connecté sur le chat et qui nous demande si la 5G a un rapport avec le vaccin. Voilà, je trouvais ça marrant. Mais je te laisse continuer, Cyril. Salut Mehdi, merci pour ta présence. Donc, on sait, en tout cas, l'État français sait début janvier, même pas la mi-janvier, début janvier, le 11 janvier, c'est que, et puis, je dis ça parce que c'est Agnès, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui dit au président L'ancienne ministre de la Santé. Ouais. Ouais, ouais. de la Santé, qui dit au président et au Premier ministre à cette époque-là, le 11 janvier, on peut se dire que avant ça, il y a déjà eu des services du renseignement, des services sanitaires internationaux qui ont sonné une sonnette d'alarme. Parce que c'est Ouais. pas, tu vois, c'est pas la ministre le 11 janvier qui apprend avant tout le monde. Donc, donc janvier, l'État français sait qu'il y a un risque, un très grand risque, une très grosse probabilité de pandémie. Donc, l'épidémie qui débarque en France. Je suis désolé. Donc pendant tout janvier déjà, on nous a appris que ça n'est déjà janvier, on nous dit que ça va pas arriver en France. Et si ça arrive, ça va être des cas isolés, parce que le système sanitaire en France est largement mieux que celui de la Chine et que on risque rien. En gros, on risque rien, d'accord? Mais si, D'ailleurs, c'est là que moi je trouve ça très compliqué ces histoires parce que j'ai du mal à me faire ma propre opinion parce que bah, en tête de ce mouvement de au début ça va pas être très grave, on avait déjà le monsieur le professeur Raoult qui disait bon en gros c'est une grippe, faut pas paniquer. Et aujourd'hui j'ai l'impression que une grosse partie de l'opinion publique s'en remet à lui pour nous aider, si ce n'est nous sauver vis-à-vis de tout ça. J'ai l'impression que tout le monde, en gros, a sous-estimé déjà cette maladie. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver de l'aide, bah, si ce n'est auprès du personnel soignant, qui visiblement, je le répète, et on le répétera jamais assez, font un travail absolument admirable dans des conditions mais abominables. On rappelle que ce sont les mêmes personnes qui se faisaient matraquer la gueule quelques semaines auparavant parce que elles avaient l'outrecuidance de demander des conditions de travail un peu plus dignes compte tenu de l'importance de leur mission. ouais, Et aujourd'hui, ça y est, ce sont de nouveaux héros. Alors évidemment que ce sont des héros, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir que c'était nos héros. Et là, on tease un petit peu la partie sur notre politique et nos médias qui va arriver dans un instant. Mais aujourd'hui, à quel saint se vouer? Parce que on voit donc même les plus grands scientifiques se sont gourés. je peux t'arrêter sur le professeur Raoult. Lui, dès le départ, en fait, comme tu as dit, il a dit c'est une grippe. D'accord? Ouais, Il a dit c'est une grippe. Faut voir que le mec dont tu parles, c'est son métier. Comme toi, c'est ton métier, c'est autre chose et que tu le fais au quotidien et que tous les paramètres de ton métier, tu les connais sur le bout des doigts. Il y a rien qui te surprend dans ton métier parce que c'est ce que tu fais au jour le jour. Lui, son métier, c'est l'Ebola, c'est le SARS, c'est toutes ces conneries-là que pour nous, c'est une horreur. Pour lui, c'est ça. Son quotidien, il a encore des patients 2 fois par semaine, même si c'est un grand professeur et qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il va voir ses patients. Et ses patients, c'est quoi? C'est des maladies sérieuses, des maladies infectieuses très sérieuses. Donc lui, il est dans son quotidien, c'est ça. Donc quand tu lui dis, quand lui, il entend parler
d'une maladie chinoise proche d'un autre coronavirus qui a fait des morts en 2003, le SARS, et que Mhm. par les diagnostics cliniques, les symptômes et tout ça, pour lui, il dit ouais, bon, bref, ouais, ça va faire autant de morts que la grippe. Oui. Il calcule comme ça. Toi, avec les images que tu as pu voir qui circulent, où les gens ils sont intubés, ils sont en train de mourir d'une mort atroce, et que c'est dégueulasse, et que il y a des lits d'hôpital qui manquent, et que le corps médical est complètement dépassé, toi, tu es abreuvé de ces images-là. Lui, il s'en bat les couilles. Lui, c'est un professeur. Il est numéro un mondial dans les maladies infectieuses. Il est pas ému par ça, en fait. Tu vois ce que... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est pour ça que il est passionnant comme mec, parce que quand tu vois ses vidéos, il est pas du tout dans l'émotion, lui. Lui, il est dans le chiffre. Il est dans le résultat. Quand il prend une feuille de stats et qu'il compare les morts en France, la courbe de mortalité en France des maladies respiratoires aiguës, tu vois, donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte, et qu'il te dit de façon très pragmatique et cartésienne, il dit ouais, si je regarde mes courbes, ouais, il y a rien de surprenant en fait. On est dans les mêmes stades que l'année dernière. Ouais, on est même en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Et que Mhm. lui, il est là-dedans, lui. Il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas dans lui, parce qu'encore une fois, moi, je suis ex-combattant professionnel, coach aujourd'hui. Euh, Moi, effectivement, tu montes des images de mecs intubés sur le dos, en coma artificiel, qui sont à l'agonie et tout ça, et qui sont au bord du gouffre. Pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est une Bien souffrance sûr. qui est intolérable, tu vois. Mais pour lui, qui est son quotidien, il ne voit pas les mêmes choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Ouais. Bah oui, c'est la différence entre moi, je me coupe, je vois du sang, je tombe de l'œil, un chirurgien, il en a rien à foutre, Bien quoi. sûr. Donc, euh, euh, si aujourd'hui tu poses la question au professeur Raoult, est-ce que vous avez sous-estimé la maladie? Je suis sûr qu'il va dire non, je m'attendais à ça. Ouais, non, je disais que c'était une grippe parce que oui, moi, je regarde les chiffres, je regarde le nombre de personnes qui chopent la maladie, qui en meurent et les gens qui guérissent de cette maladie. Et lui, il va te dire encore aujourd'hui, ça se trouve, hein, je me mets à sa place, mais il va dire, ouais, non, c'est comparable. C'est comparable, les chiffres me disent la même chose. Ouais. Tu vois? Parce que il y a un truc qui est intéressant à faire, c'est que il faut que je retrouve le nom de cet organisme français qui répertorie les mortalités, les naissances et tout ça, les causes de mortalité et tout ça. Et qui comptabilise les morts du Covid-19. Mhm. 93% des gens qui meurent du Covid-19 sont des retraités. Ils sont, Oui, ils ont plus de 65 ans. D'accord? oui. Donc, 93% des gens qui meurent aujourd'hui du Covid-19 ont plus de 65 ans. C'est des retraités, comme de par hasard. Et, Donc là, c'est plus comme par hasard, maintenant c'est comme deux par hasard. Donc là, on est au deuxième niveau. Ok. voilà, exactement. Ça va même plus loin que ça. Ça veut dire que on parle pas des mecs, des gens qui ont 65 ans. C'est pas eux la plus grande tranche. Puisque l'âge moyen des gens qui meurent du Covid-19 ont 80,5 ans. C'est la moyenne. Mhm. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge le plus touché par cette maladie, c'est les gens de 80 ans. L'espérance de vie en France, c'est 82 ans. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire qu'on est en train de Et- faire. Évidemment que je vois où tu veux en venir. On parle des retraites, on parle de la réforme des retraites, et il faut là, je pense que c'est le moment de parler de notre gouvernement. Toi, tu vois un lien Il y a, évident entre cette crise sanitaire et la crise sociale qu'il y avait en il France. y C'est a, ça il que y tu a, veux nous il y dire? a, il y a un tout. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que ce truc-là est fait uniquement pour se débarrasser un maximum de retraités.
Je sais pas, Mhm. c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, mon avis à moi, c'est que il savait très bien que la maladie allait venir. Il savait très bien que les moyens sanitaires pour endiguer la maladie, ce serait déjà premièrement le masque, première chose, tu l'as dit tout à l'heure. N'importe quel. Oui, ça paraît assez évident, mais sauf qu'il n'y en avait pas. Ouais, ça aussi c'est bizarre. Ça aussi c'est. Alors, bizarre, oui et non, c'est-à-dire que ça s'explique par notre politique des deux présidents précédents. Pourquoi? Donc, on les connaît, hein, Nicolas Sarkozy, messieurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, où visiblement ces stocks-là ont été vendus, sans doute trop confiants. On s'est dit que, en gros, on n'en avait pas plus besoin. Ce sont des stocks qui avaient été Je faits. peux te couper, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a tout ce que tu veux d'experts dans le sanitaire, dans le médical, des experts qui disent depuis 20 ans, 30 ans que ça fait, c'est statistique, c'est prouvé, on va au-delà d'une pandémie mondiale sans précédent. D'accord? Ouais. Ils le répètent, ils le disent tout le temps. D'ailleurs, il y a un livre qui est ressorti un petit peu ces derniers temps. C'est les dossiers secrets de la CIA ou je sais pas quoi, ou les rapports de la CIA. Voilà, les rapports de la CIA ou des rapports prévisionnels de la CIA qui disent voilà en telle année de telle période à telle période, on s'attend à parce qu'il y a des conjonctures de manque sanitaire, de machin, de trucs à tel endroit il manque de ça, il manque de ça. On s'attend à une pandémie, d'accord? Mhm. Donc on sait très bien que cette période-là, là qu'on est en train de traverser, normalement, elle est sensible. Elle est sensible aux pandémies. Et ça fait un bout de temps qu'on le sait. Donc, pourquoi les présidents français de ces dernières années ont choisi ce moment-là pour enlever des lits des hôpitaux, s'alléger au niveau du personnel médical, euh, se débarrasser de masques. Tu vois, il y a plein de. Bah, comme d'habitude, le fric, ça on le sait. On sait que nous, on avait à la base des gros stocks de masques parce que justement, on peut se dire que le boulot avait été fait un peu plus convenablement sans en avoir besoin auparavant. C'était l'ancien risque d'épidémie. Je me souviens plus si c'était le SRAS ou H1N1, etc. Bref, la France avait acheté énormément de masques. Et puis, on s'était rendu compte que l'épidémie avait été contenue assez efficacement et donc ces masques n'avaient servi à rien. Du coup, on les a revendus et le démantèlement et l'affaiblissement du système hospitalier, lui, est clairement dû à des volontés financières, quoi. Ça coûte trop cher, c'est ceci, c'est cela. Pour Je dis moi, pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Je dis que pour c'est moi, la façon dont c'est justifié aujourd'hui. c'est pas une évidence déjà. Tu vois, ce truc de couper dans le médical, alors qu'on sait très bien C'est que, une vraie connerie. ouais, On a coupé dans l'éducation, on a coupé dans la santé, mais on a coupé dans la sécurité. c'est pas, C'est pour moi, tout c'est ça, aberrant. ouais, mais pour moi, ça fait partie d'un plan. Tu vois, parce que là, on parle vraiment de conspiration et de complot, de théorie du complot. Moi, je suis un théoricien du complot et je suis persuadé qu'il y a un dessin derrière, il y a un plan derrière. Donc, Alors moi, je te coupe juste un instant parce que ça anime aussi beaucoup le chat en ce moment. Moi, je suis pas d'accord pour que on parle forcément justement de complot. On a le droit de donner nos idées, de voir justement que ça va pas bien, sans mettre forcément une étiquette sur ce type de discussion moi, mais qui va avoir tendance d'une soit à diaboliser, soit à ridiculiser ce qui ouais, bah revient ouais. au même le discours. Là, on a le droit aussi de justement de parler avec un athlète, ancien athlète professionnel et aujourd'hui représentant du sport français, justement, de dériver. On a fait la première heure beaucoup sur le MMA. Ouais. Là, parce que tu es bon client et que tu es d'accord et que, on va pas se le cacher parce qu'on t'aime bien aussi, euh, on trouve ça assez cool de pouvoir en parler avec toi que chacun puisse donner, vous aussi, dans le chat, vos avis sans vous insulter de complotistes, de nuls, de machin. Essayez plutôt de vous écouter, de vous lire, de débattre et de donner d'autres arguments pour pouvoir étayer vos avis ou contrer celui de l'autre. Ne tombez pas dans les pièges, justement, ah, t'es un complotiste, ah, t'es ceci, ah, t'es cela.
chacun a le droit d'avoir son avis. À partir du moment où il est un tout petit peu justifié et argumenté, je le trouve recevable. Ensuite, c'est pas pour ça qu'on est forcément d'accord. Ouais, complètement. Moi, mon rôle, par exemple, ici, c'est pas de dire si je suis d'accord ou pas avec toi, Cyril. Ouais, Ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est que je sais que tu es un mec qui se renseigne. Même si je suis pas d'accord avec toi, je sais que tes avis vont être argumentés. mm, Et les arguments, moi, ça m'intéresse. ouais, Et je fais partie des gens qui préfèrent entendre les arguments qui sont pas d'accord avec mon opinion, parce que si c'est pour me dire des choses avec lesquelles où moi je suis déjà d'accord, ça m'intéresse pas en fait. exactement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Excuse-moi d'avoir coupé, continuons. je rebondis sur un truc qui revient tout le temps. Oui, elle t'es pas content quand, enfin, tu t'es pas content quand on n'est pas d'accord avec toi. Je dis, c'est au contraire un débat. Si j'ai que des gens qui sont de mon côté avec moi, ça me sert strictement à rien. C'est pas amusant. Et, On est d'accord. et l'échange d'idées, C'est comme dans le sport. ouais, J'imagine que tu préfères combattre. Tu préférais combattre contre un mec dit plus fort que toi ouais, pour progresser, qu'un pareil mec, pour l'entraînement, plutôt que de combattre contre moi, quoi, où ouais, tu vas éternuer, je vais tomber. Ça sert à rien, quoi. C'est pas intéressant. non, mais pour en revenir à ce qu'on disait, tu vois, il y a trop d'erreurs du gouvernement. Pour moi, hein, pour résumer, Oui, oui. il y a trop d'erreurs du gouvernement pour que ça soit pas voulu. L'histoire de maintenir les frontières avec la Chine alors qu'on sait très bien que ça va débarquer. Le fait de dire à tout le monde, ne mettez Tu pas. penses pas juste qu'ils sont nuls? Moi, Non, moi, j'ai l'impression que juste qu'ils sont nuls, en fait. ouais, C'est juste des technocrates j'ai fait, qui arrivent à lire des lignes Excel, qui savent faire du blé, qui savent faire mais regarde, du lobbying pour faire du blé. Mais dès que on a un truc naturel qui arrive, euh, eh non, ben, ils sont dépassés, les mecs. Ils sont incompétents, en fait. pour moi, la grosse erreur faite par beaucoup de gens, c'est de penser qu'ils sont incompétents. Et je dis bien, je vais pas généraliser. Il y en a énormément qui sont incompétents, mais ceux qui tirent vraiment les ficelles et qui sont derrière les grosses décisions, c'est des gens qui sont très compétents. Si tu prends un mec comme Emmanuel Macron, par exemple, c'est pas un mec qui est incompétent. C'est impossible d'être incompétent et d'être à la place où il est aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que justement, et puis moi, je l'ai même vu dans, si on peut appeler ça une carrière professionnelle, des gens incompétents en poste, il y en a un paquet. Le numéro un, Et comment? le numéro un. Alors, des numéros un, je sais pas. Et je Parce que t'avoue que, là, on parle du numéro un le numéro un de la sixième puissance mondiale. C'est-à-dire des mecs qui ont ce pouvoir-là, le pouvoir de Emmanuel Macron. Cyril, on parle d'un mec qui a été élu sans programme. Déjà, moi, Donc, je pige pas. c'est pas une preuve de compétence. Ben, pour moi, je pense que c'est plutôt une preuve de compétence de. Ah, ah, Non, non, non. Non, non, tu joues pas à ça avec moi. Tu me laisses choisir mes mots convenablement et t'essayes pas de me mettre en difficulté. C'est plutôt quelque chose où moi je vois là quelqu'un qui sait bien se servir du système, de la communication, ah, c'est une de compétence, la ça. campagne. Une compétence. Je dis pas qu'il est incompétent en tout. Je dis qu'il est incompétent face à une crise sanitaire. Je pense qu'il est extrêmement compétent en communication. Je pense qu'il est extrêmement compétent en finance. Je pense qu'il est extrêmement compétent dans tout ce genre de petites magouilles capitalistes, libéralistes. Ça, je pense que là, on a un king. Mais Ok, dès que on est il d'accord. s'agit de diriger une nation, de protéger son peuple, là, je pense qu'il est complètement largué. Ok. Bah moi, qui suis complètement dans la théorie, on va pas dire complot parce que tu veux pas qu'on dise complot. Mais moi, je pense que le plan derrière tout ça, c'est une gouvernance mondiale. Je pense que ce soir, le discours qu'il va faire devant le peuple français, ça va J'allais y venir, oui, à 20h02, on aura l'allocution de notre président de la République. voilà. Donc ce soir, je pense que il va prendre la parole. Il va dire que on a besoin de rester unis face à ce fléau de ouf. Et Ouais. il va en mettre des caisses. Euh, La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. On rappelle que c'est pas ça la guerre, hein. Moi, voilà. j'ai pas connu la guerre, mais je connais des gens qui l'ont connue. Ouais. Et c'est pas ça. Ça, c'est une crise sanitaire grave, parce qu'il y a quand même des morts, mais on a connu plus grave aussi. Tu parlais tout à l'heure d'Ebola, Ouais, de tout exactement. ça. Ça, c'est vraiment des saloperies absolument abominables. Là, c'est grave, mais c'est pas non plus de ouf. Et c'est vrai que, pareil, moi, je suis un communicant. J'ai fait des études de communication, donc je sais parfois déceler. Je suis pas un king,
mais je suis pas trop une bille, quoi. On va dire que je suis plus fort en communication qu'en MMA. Et, euh, et j'ai trouvé ça abusif et en même temps malin, le côté de la guerre, parce que ça fait peur aux gens. Ouais. Alors, Et ça a une espèce d'union, oui. s'arrête. Pourquoi, en cette période anxiogène, pourquoi tu cherches à faire encore plus peur aux gens? Je vois où tu veux en venir et je suis pas forcément pas d'accord avec toi. Bah, Néanmoins, ouais, revenons-en aux amis de Macron, parce que quand il faut juger la personne, il faut aussi regarder son entourage. Son entourage, c'est son mentor, c'est Jacques Attali. Un de ses mentors, en tout cas, c'est Jacques Attali, qui avait prédit des années en avance que Macron allait être président. C'est les gros milliardaires français qui sont à la tête de nos médias et qui l'ont aidé à être élu, notamment Patrick Drahi qui a BFM TV, Libération, je crois, enfin plein de SFR. oui, c'est un autre problème, les pôles médiatiques qui sont maintenant convergents et donc on se dit que la liberté de la presse ne peut plus exister et qu'elle est forcément sujette à de la rentabilité. Ça, Bien c'est sûr. compliqué, ouais. Bien sûr. Donc, quand tu as la politique d'un pays qui marche main dans la main avec les médias d'un pays, et qui sont en plus influencés par des lobbies, que ce soit le milieu de la finance, avec les grosses banques, avec l'industrie pharmaceutique, avec tout un tas de trucs, on arrive à des situations où il y a une poignée de personnes qui tirent des grosses ficelles, et qui arrivent à avoir des leviers sur tout un pays, tu vois. Et regarde, on en revient toujours au même, le duo Agnès Buzyn, qui était notre ministre de la Santé, et son mari, Yves Lévy, qui est ancien directeur, non, directeur de l'INSERM, l'Institut national l'Institut national INSERM, de la science et de la recherche dans le médical, ou je sais pas quoi. Bon, bref. Et en embrouille avec Raoult Et aussi. on l'embrouille avec Raoult. Et en plus de ça, qui a des fonds personnels investis dans les vaccins. Tu vois. Et quand Mm. Agnès Buzyn a rendu obligatoire les 11 vaccins, il y a eu un conflit d'intérêts direct. Oui, très clairement. Et on leur a tapé sur les doigts. Ils sont restés en place. Ils sont restés en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un pouvoir politique qui marche main dans la main avec des lobbies, qui sont aidés par des médias, parce que c'est les poteaux à qui vont rendre des services aussi, qui sont à la tête du pays et qui sont capables comme je disais tout à l'heure, de tirer des gros leviers. Pourquoi sur des chaînes, sur des chaînes qui sont détenues par des Patrick Drahi, on passe son temps à casser le sucre sur le dos de Raoult? S'il n'y a pas un complot, il faut qu'on m'explique pourquoi. Le mec qui est à la tête du média, qui passe son temps à cracher sur Raoult, le professeur qui a trouvé un protocole qui soigne du Covid-19, ils passent leur temps à cracher sur lui, alors que ils marchent main dans la main avec le pouvoir politique, qui lui-même marche main dans la main avec l'industrie pharmaceutique. Recentre-toi un petit peu, on te voit plus très bien. Ah merde. Impeccable, merci. Je t'écoute. Donc, On t'écoute. il y a des connivences, il y a des alliances qui sont plus ou moins cachées, parce que c'est même pas caché à ce niveau-là. Ils sont plus ou moins cachés, et ils arrivent quand même à avoir une influence colossale sur le médical français, tu vois. Donc, de là à dire qu'il n'y a pas complot, sachant que ça va engrainer des milliards de bénéfices, le mec qui trouve le vaccin contre le Covid, pour le Covid-19, là, c'est des milliards et des milliards. Là, c'est parti, là, c'est jackpot, tu vois. Oui, on peut imaginer ça, oui, ça c'est sûr. Quand tu sais que je crois que c'est 150 à 200 millions de doses du vaccin contre la grippe vendues tous les ans à Oui. entre 6 et 10 balles pièce, je sais pas, fais le calcul. Sachant qu'en plus, ça n'empêche pas vraiment de choper la grippe. Non, en plus de ça, ils savent que ils vendent un vaccin qui est pas 100% fiable.
Tu vois, tu peux être vacciné contre la grippe et choper la grippe. Et ils arrivent quand même à en vendre 200 millions par an. Tu vois, donc on part dans des délires où là, on parle de bénéfices de milliards. Tu vois. Et tu vas me faire croire que des gens qui ont le pouvoir entre les mains, qui ont l'influence nécessaire pour tirer les bons leviers, ils vont pas en profiter. Ouais, ouais. Quand tu as, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le couple diabolique, pour moi, c'est un couple diabolique, ça. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn et Lévy, et elle rend obligatoire les 11 vaccins. Et dans les vaccins, il y a une maladie. C'est vrai que c'est plus que très 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 moyen, ça, on est bien d'accord. Voilà, dans les 11 vaccins, il y a je sais plus quelle maladie qui est sexuellement transmissible, mais qui va être injectée dans des nourrissons. À un moment donné, tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible en vrai? Tu vois? Hmm. Tu te dis, mais comment on en est arrivé là où le pouvoir exécutif, le pouvoir politique, il est aussi influencé par l'industrie pharmaceutique, tu vois? Mais après, c'est compliqué aussi ces sujets-là parce que les vaccins, c'est pas que du mauvais. Je veux dire, grâce aux vaccins, on a aussi évité, on a jugulé des grosses épidémies, on a fait disparaître des maladies extrêmement mortelles. Il faut pas non plus se dire que vaccin égale poison. Un vaccin, ça peut aussi être très très positif. Sauf que là, évidemment, si un vaccin arrive comme une fleur au bout de quelques mois, quelques semaines, on sait aussi qu'un vaccin, ça doit être testé, surtesté, retesté. On doit avoir du recul dessus. C'est pas un truc qu'on essaye comme ça. Donc c'est là que ça devient ambigu. C'est-à-dire qu'un vaccin qui arriverait tout de suite là, oui, ça pourrait être inquiétant. Mais à terme, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, on reconnaisse aussi que les vaccins en général, enfin, j'imagine que comme moi, gamin, Cyril, tu as dû être vacciné contre, je sais pas, je me souviens, BCG, la rougeole, les choses comme ça, et c'est important quand même. Je veux dire, t'es papa, Ouais, ta gamine est vaccinée, ouais. donc les vaccins, c'est pas la mort non plus. Alors, Faut, je peux t'arrêter. Je pense qu'à bien sûr, un moment donné, les vaccins, faut pas généraliser. Tu vois, il y a effectivement des vaccins, je pense, qui ont fait du bien à l'humanité, qui ont sauvé des millions de vies. J'en suis sûr et certain. D'accord? Donc, je vais pas mettre moi, qui ne connais strictement rien en plus, l'efficacité des vaccins, je vais pas mettre tout dans le même sac. Par contre, je suis persuadé d'un truc, c'est que l'industrie pharmaceutique, son but premier, c'est pas de soigner les gens, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du bénéfice. Ça, c'est ça, je te rejoins là-dessus. C'est là qu'il y a un vrai problème. donc, si, et ils l'ont déjà fait, et ça a déjà été prouvé, s'ils sont capables de, grâce au levier de la peur notamment, faire acheter, faire acheter un vaccin par la multitude, ils vont pas se gêner pour le faire. Ils vont pas, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. ils vont pas se gêner pour le faire. Donc, est-ce que, comment toi ou moi pouvons savoir tel ou quel vaccin est réellement efficace et quel vaccin empêche réellement des épidémies? Ouais, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Juste, je te coupe pour un truc un petit peu plus léger. On a un ami en commun, Big John de Paname, qui Ouais. s'est connecté et qui critique donc ma barbe et ta coupe de cheveux. Oh, putain, ça. Donc, moi, personnellement, j'ai fait cette barbe uniquement pour plaire à Big John, donc je suis hyper vexé que ça lui plaise pas. Ouais. Et si tu as quelque chose à lui répondre par rapport à ta coupe de Bah, cheveux, bah en fait, moi je suis chauve depuis très longtemps et ouais. j'ai pas le choix, tu vois. Et ma meuf qui aime bien se foutre de ma gueule à ce sujet, elle me dit, non mais de temps en temps tu devrais laisser pousser juste, tu vois, le tour comme ça, là, La couronne. la couronne, tu vois. Et elle est morte de rire à chaque fois qu'elle me le dit. Je Et dis, puis, on est dans les complots. Big John de Paname se moque de ta coupe. Ta meuf se moque de ta coupe. Est-ce que ta meuf serait Big John de Paname? impossible, hein. Ah putain. Impossible. Là, on est sur une vraie info, là. Ça, là, c'est du lourd. Bon, en tout cas, merci d'avoir abordé ces sujets. Non, On va normalement. revenir à quelque chose d'un petit peu plus léger maintenant. Ouais, Ça s'appelle l'InstaView. Tu me connais, j'aime bien poser des questions à la con, ouais, donc tu n'y couperas pas. C'est l'InstaView confiné. Donc 20 questions sur ce qui se passe en ce moment et il faut des réponses spontanées. ok.
Quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? Oh putain, mais tu me parles d'un truc qui a un mois, ça a strictement rien. Je sais pas, moi j'ai été dehors, j'ai été voir un pote sur son lieu de travail, je crois. Ouais, ouais, c'est ça en plus. Je crois que c'est un pote qui tient une boîte de strip, donc j'ai été le voir. Sweet. Oui, t'es allé voir le pote. T'es certainement Ah, pas allé voir les stripteuses, uniquement hein. le pote. Oui, on est Ouais, d'accord. ouais. C'est comme les mecs qui vont au salon du porno, ils accompagnent toujours un ami. Bah oui, tu vas pas, Normal. tu vas comme ça, tu veux Ouais, bah ouais, on n'est pas comme assurer ça, hein. assurer la protection de ton pote. Absolument. Patoury. Oh putain, c'est des questions, je peux pas répondre à ça. C'est. Mais il faut que tu répondes, sinon je te casse la gueule, Ok, ok, Cyril. ok, attends, Pat, Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Les douches, c'est comment? Surtout combien? Il y a eu du laisser aller ou ça va, on reste Non, correct? ma meuf, alors, si tu me demandes qu'à moi, oui, laisser aller, tu sais, moi, je suis devant ma PS4 et mon Netflix. Je peux Je connais. effectivement, je peux effectivement oublier de me laver, tu vois, 2 jours de suite, tu vois. Ma meuf, Ouais. par contre, ma meuf, elle va me casser les roustons d'une puissance. Donc, je peux pas, tu vois, je suis obligé de me laver tous les jours. Donc on parle toujours de Big John de Paname, là. Ah ouais? C'est lui qui te casse les rostons pour que tu te douches. Très Non, bien. non, non, non. Pornhub ou YouPorn? Euh, Là, ça réfléchit, Newport, là. Newport, Newport. YouPorn. Dernier film vu, pas sur YouPorn, hein. Film cinéma. Sur Netflix, hier à 5 heures du matin, non, 4h30 du matin, je l'ai démarré, hein, 4h30 du matin, Code 8. C'est un, Code 8. c'est un truc futuriste où les gens ont des pouvoirs spéciaux et il y a une police pour les réglementer, tout ça, machin. Ça t'a fait kiffer le début ou bof? Bah, les extraits étaient charmés Ouais. et non, non, c'est Non. Et finalement, déception. c'est du déjà vu. Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était? Waouh, trop. Bah, tous les jours, en vrai, tous les jours. Ouais, ça y est, on est complètement décalé, quoi. Ouais, complètement, complètement. Déjà, je suis devenu officiellement un animal nocturne. Ouais. Non, je dis ça, mais c'est même pas vrai parce que je dors, je vis le jour et la nuit puisque je dors en moyenne 4 heures par jour en ce moment. Ah bah t'es comme mon acolyte Eric. Vous êtes des mecs qui se rechargent en quelques heures seulement, quoi. Ah non, mais je me recharge pas, c'est ça le problème. Ah, Ouais, bah lui il se recharge, lui il est terrifiant. ouais. Il dort 2 heures par nuit, il est frais comme un gardon, il est souriant, il est de bonne humeur, il m'énerve, il m'énerve. Je le supporte pas de toute façon. Dernière série regardée. Ozark. Non, Ozark, ouais, ça me paraît que c'est pas mal ça. Ok. Combien de fois t'as failli sortir normal avant de te rappeler que t'étais confiné? non, pas du tout Non? parce que j'ai même eu plein de fois où j'ai envie de sortir et je dis non, vas-y, je reste chez moi. Encore une fois, tu vois, je le disais en début de podcast, j'ai pas, je sais que je risque pas grand-chose, mais j'ai pas envie de contribuer à la propagation du bordel. Même Et puis ni tenter le diable, quoi. ouais, ouais, j'ai pas envie Hum. de. Je sais que s'il y a des gens qui vont tomber malades à cause de moi, ça va déborder encore plus le système et je vais contribuer quelque part à la mort de quelqu'un. Donc, je veux pas avoir ça sur ma conscience. Ouais, je comprends bien. Dernier disque écouté. Dernier disque écouté, très bonne question. J'ai ma liste sur Spotify, donc c'est pas vraiment un disque, c'est plein d'artistes différents que j'écoute. Mais tiens, je vais découvrir un rappeur. Oh merde, un rappeur belge. Oh merde, j'ai oublié son nom. Un rappeur belge qui est très fort. Putain, c'est quoi son nom? Oh, bref. Ben moi je connais Damso. Non, non, c'est pas Damso. C'est merde. Comment il s'appelle? Ah, je peux plus de ça. Je peux plus le. Ouais, Bon, bah, on te rappellera pour que tu nous le dises ouais, alors. d'accord. À 20 h ce soir, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes notre président? Je vais regarder le président. Je suis obligé de regarder parce que j'ai peur qu'ils nous disent des trucs et j'ai vraiment peur de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et comme je suis à fond dans mes convictions,
pour moi, il va en quelque sorte à demi-mot ou pas d'ailleurs nous annoncer le nouvel ordre mondial. Tu vois, en gros. D'accord. Ah ouais, tu vas fort quand même. Mais bon, Ouais, ouais, ouais. on a fermé le sujet pour aujourd'hui. On y reviendra peut-être plus tard. Sur combien de chaînes de l'amitié tu as été nommé sur les réseaux? Sur- Tu sais, les trucs où il faut mettre des photos de toi gamin Ah ou ouais, non, non. tes teams préférés de tel Non, tu sport, et sais trucs comme quoi, ça. je pense que à force que les gens se mangent des vents, ils ont compris et ils le font plus, tu vois. Donc Ouais. maintenant, de moins en moins quand même. Mais c'est vrai qu'à une époque, ouais, t'en reçois tout le temps de ces trucs-là. Oui, si tu repostes pas ce truc, tu vas avoir, je sais pas quoi, des trucs de débiles, tu vois. Ouais. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais chopé juste parce que tu as toussé? 0 fois. 0 fois. Tu dors dans le lit ou dans le canapé? Lit. Lit. Tu recharges combien de fois ton portable par jour? Ah, j'ai un Huawei une seule fois. Ok. Ah, ouais, ouais. Dis-moi. Tu as fait le ménage combien de fois depuis le début du confinement? Oh putain. Heureusement que ma meuf, elle est pas dans les parages parce qu'elle m'aurait insulté. Mais un de mes plus gros défauts, c'est le bordélisme, tu vois. Ouais. Il y a un bordélique sans nom qui se retient en plus, hein, tu vois, parce que sinon, chez moi, ça serait Ce serait vraiment apocalyptique. Bagdad. Ouais. Mais donc je fais un petit peu quand même attention, mais le ménage chez moi, c'est ma meuf qui, c'est pas bien, hein, tu vois ce que je dis, mais c'est ma meuf qui s'occupe de ces choses-là. Ok. Bah non, c'est pas bien de le dire. C'est bien de le dire, je pense. Ce qui serait mal, je pense, c'est de dire qu'il faut que tout le monde fasse comme ça. Chacun fait comme il en a Ouais, envie. ouais, ouais, non, mais on a trouvé un compromis, tu vois, un système de vie qui nous va bien, même si elle me crie dessus. Des Mais fois. t'aimes bien qu'on te crie dessus. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être de ça. C'est peut-être que je le fais exprès. Bon, arrêtons de parler de Big John de Paname, c'est pas son podcast. Niveau PQ, t'en es où? Moi, j'ai pas compris ce délire de se ruer sur les PQ. Vraiment pas. Parce qu'à la limite, il n'y a pas de PQ, bah, tu te laves le huc, tu vois, tu fais comme Je suis assez d'accord avec les, toi. les trois Je quarts, comprends pas. les trois quarts du monde en vrai, tu vois, parce que Ouais, ouais, ouais. donc j'ai pas compris en fait. Pas du tout. Bon. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Je sais que c'est pas bien, mais en plus, tu sais, je suis dans un truc où je vis en cercle fermé, tu vois, dans mon 75 mètres carrés, où Ouais. je fais toujours les mêmes trajets. Il y a personne qui rentre, il y a personne qui sort. Donc, je me lave, je sais pas, moi, 2 fois par jour, tu vois. Je me dis, ouais, je sais pas. Pas bien, Cyril. Ouais, je sais, je sais. Bon, tu es le créateur du terme mythojitsu Ouais. et tu as dû voir ces derniers temps le mytho-jogging. Oh oui, ah oui, fort. Moi, Alors, j'ai appelé ça sur mon Instagram les Corona sportifs. voilà, alors les coronas sportifs, ça marche bien aussi. Quel sort doit-on réserver aux mytho-joggeurs qui ne transpirent pas dehors? Je suis sûr que tu as vu la vidéo de la meuf qui est en train de se Snapchatter ou je sais pas quoi, ou Instagrammer, qui fait 10 mètres, qui range son portable et qui continue à pied, en marche. Oui, 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 bah, évidemment, oui, on l'a tous vu. Bon, on les connaissait déjà, ces gens-là, c'est les gens qui sont dans les soirées pourries et qui, pendant le temps du snap, font ouais, grosse soirée et qui après retournent tout leur rôle. C'est Exactement. les mêmes, quoi. Ouais, ouais, c'est les mêmes. Je sais pas, il y a des potes, il y a plein de potes qui m'ont dit, ouais, mais non, au contraire, c'est bien si des non-sportifs, pendant le confinement, se sont trouvés une âme de sportif, tant mieux et tout ça, machin. Mais le pire, c'est que j'y crois pas du tout à ça, tu vois. On est d'accord. Je pense que c'est vraiment dans le délire, mytho, je m'invente une vie, tu vois. Ah Ouais, oui, ouais. oui, En plus, moi, perso, 80%. je trouve que c'est parfait pour que les mecs puissent retrouver enfin leur maîtresse et que les femmes puissent retrouver leurs amants. C'est que maintenant, tu as le droit de jogger à partir de 19 h. Donc le truc maintenant, c'est chérie, je vais faire mon jogging. Oui, oui, mon poussin. Et puis en fait, tu vas aller voir ta maîtresse et ton Ah amant, ouais, quoi, je pense. c'est quoi, j'avais même pas réfléchi à ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un suivi, mec, Ouais, t'inquiète. je vois ça, je vois ça. Dernière question, quelle sera la première chose que tu feras après le confinement?
J'ai envie de voir mes potos, j'ai envie de sortir. Donc tu retourneras voir ton pote au strip club, Ouais, c'est ça? sûrement, ouais. Non, j'ai envie de voir mes potos, me taper un bon gueuleton, boire des petits coups avec mes potes, faire une bonne fiesta, et profiter de la vie. Voilà, bon, bah ça c'est cool. Merci, Monsieur Diabaté, Merci à pour toi. ces 2 heures passées avec nous. Merci pour ta franchise. Merci à tous de nous avoir suivis sur le chat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Prenez soin de vous, restons chez nous, et puis tâchons de faire en sorte de passer à travers toute cette merde ensemble. Ouais. Un dernier mot pour toi, Cyril? Bah, encore un big up à tous les gens qui sont dans le corps médical, et que ce soit même les pompiers, les ambulanciers, les brancardiers, les infirmiers, infirmières, les médecins, tous les gens qui essayent de sauver un maximum de vies. Merci beaucoup Ouais, pour que vous faites un travail que le gouvernement aurait dû faire. absolument, je suis d'accord avec toi. Merci à eux, et heureusement que vous êtes là. Merci à tous, à toutes, à très bientôt. Ciao Cyril, À bon bientôt. confinement. Ciao, ciao.